Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, chers amis. Bienvenue à cette présentation. C'est une présentation qui s'intitule « Le futur de l'économie dans la région de l'ouest du Cameroun ». C'est une présentation qui sera disponible sur la chaîne YouTube de JMTV+, Jacqueline Moafo Télévision+. C'est aussi une présentation Facebook qui sera disponible sur mon compte là, et qui sera disponible sur ma page Élisée Yonta. Et c'est une présentation que vous pourrez également retrouver sur le site web de JMTV+, à savoir jmtvplus.com. Bonjour à Fadima Touassan, bonjour à Évariste Fancy, bienvenue, installez-vous confortablement. Nous allons essayer de faire un brainstorming sur le futur de l'économie de la région de l'Ouest du Cameroun. Bonjour Eugène Gondi, bonjour cher frère. Je voulais dire que cette présentation est le début d'une série de présentations dont l'ensemble constituera un brainstorm. Un brainstorm, ça veut dire un ensemble de réflexions sur la nécessité de faire émerger une économie dynamique et prospère dans la région de l'Ouest Cameroun. J'en exposerai les raisons. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour développer une économie prospère et dynamique dans la région de l'Ouest? On parlera des réformes fiscales, on parlera du cadre macroéconomique local, on parlera des politiques sectorielles, on parlera du financement et la construction des infrastructures, on parlera des programmes de développement, on parlera des relations entre l'administration et l'usager, on parlera de la planification, bref, on parlera de beaucoup de sujets, c'est-à-dire qu'on fera l'économie locale de la région de l'Ouest. Ce ne sont pas des travaux polémiques, ce sont des travaux mi-activistes, mi-citoyennes et mi-universitaires, qui sont surtout destinés à éclairer la lanterne de nos élites, hein, parce que nos élites sont elles qui sont des policymakers, si je puis dire. C'est elles qui sont conseillers municipaux, c'est elles qui sont maires, c'est elles qui sont députés. C'est aussi des travaux qui sont destinés à éclairer la lanterne des fonctionnaires de l'administration, de l'appareil administratif. Les sous-préfets, les préfets, les délégués départementaux, les délégués régionaux, donc de l'administration déconcentrée. Donc, c'est des travaux qui sont destinés, voilà, à animer la réflexion autour de la reconstruction de l'économie de la région de l'Ouest. Autant, si on peut dire au Cameroun, il faut que le Cameroun se développe. Moi, je suis de ceux qui pensent que le développement d'un pays, parce que c'est ce que j'ai appris aux États-Unis, ça se fait principalement, je n'ai pas dit que ça se fait uniquement ou exclusivement, ça se fait principalement du bas de la pyramide vers le haut de la pyramide. Ça veut dire qu'on commence par les villages, par les villes, par les arrondissements, par les départements, par les régions, avant de consolider tout pour faire le développement d'un pays. Donc, il est important que nous autres, si on peut, comme m'a dit quelqu'un hier, laisser un héritage, c'est au legacy, c'est de mener une réflexion sur le futur économique de la région de l'Ouest. Voilà. Comme je l'ai dit dans un live Facebook précédent, la région de l'Ouest a connu un passé glorieux. Je voulais surtout déconstruire le discours selon lequel la région de l'Ouest ne s'est jamais développée, on n'a jamais été un territoire développé et qu'elle est pauvre et que sa pauvreté provient du fait que, voilà, non. La région de l'Ouest faisait partie du grand ensemble qu'on appelle le territoire des Grassfields, comme je l'ai dit. Le territoire des Grassfields qui s'étendait de l'actuelle région de l'Ouest, qui prenait l'Unkam, qui prenait le Mungo, qui prenait la plaine du Mbam et qui prenait la vallée du Mbam, si vous voulez, ou la plaine, la vallée, également la vallée ou la plaine Tika, voilà. Donc, en allant vers Ngaoundéré, Mbakaou, etc., en remontant, Marba, tout ce que vous voulez, Mbankim, Tibati, etc. Tout ça, c'était la région de l'Ouest et même un peu une partie du sud, de l'Est jusqu'à Yoko. Bon, vous pouvez regarder la carte, la carte que j'ai mise sur mon mur. Donc, vous constatez vous-même que la région de l'Ouest était dans le grand ensemble des Grassfields, qui était un ensemble dynamique. Mais, et déjà à cette époque, commençait avec des pays de grandes puissances mondiales dans les années 1400 comme le royaume du Bénin, au Nigeria, le royaume Ashanti. Et plus tard,
avec des zones comme la Prusse, le Royaume d'Angleterre, etc. Donc, c'est une zone qui a connu toujours un développement économique, voilà, un développement économique glorieux, etc., etc., et qui a fait le développement. Et ce développement économique était basé sur l'agriculture, le commerce, l'artisanat, la confection, la petite manufacture, etc., etc. Donc, ça fait le passé glorieux. Et puis, la région de l'Ouest a connu un déclin. Le déclin est venu d'abord du fait qu'il y a eu un démantèlement du territoire des Grasse-Îles par l'administration coloniale britannique et française qui ont démantelé le territoire des Grasse-Îles. Donc, le démantèlement du territoire des Grasse-Îles, son découpage en deux zones, donc comme on peut appeler aujourd'hui, c'était deux États, le Northern Cameroun et le, voilà, et le British Northern Cameroun, le British Southern Cameroun, le référendum qui a rattaché une partie au Nigeria, et ensuite, l'instauration de deux cultures désormais. On est passé d'une culture homogène africaine à une culture anglo-saxonne et une culture francophone dans la zone. Et ensuite, il y a eu, par l'administration coloniale, des Mesmer, des Delaunay, un découpage de cet endroit en unités administratives, qui étaient les régions du nord-ouest, les régions du sud-ouest, à l'occasion de la réunification d'ailleurs, et la région de l'ouest. Et à l'occasion encore, la région de l'ouest a été délestée d'une bonne partie de son territoire, notamment le Nkam, qui a été divisé en deux, le Haut-Nkam et le Nkam. Et le Nkam est parti dans le littoral. Ensuite, le Mbam, la plaine du Mbam, qui sont les frères, qui ont la même culture, la même identité culturelle que sur la région de l'ouest, qu'on a renvoyé dans la région du centre, et on a pris les autres de Yoko, on les a renvoyés dans la région de l'est, et ceux qui étaient un peu plus haut dans la plaine Tika, on les a renvoyés dans la région d'Adamawa. Donc, vous voyez que le démantèlement de ces territoires a considérablement affaibli l'économie des Grasse-Îles, et partant de là, les politiques administratives, économiques menées essentiellement par les fonctionnaires de l'administration, les plans quinquennaux, etc., ne tenaient plus compte de l'homogénéité des Grasse-Îles. Ce qui fait que ça a départi donc cette zone-là, et la région de l'Ouest, se retrouvant dans le territoire des Grasse-Îles, a énormément perdu. A perdu parce qu'il a vu partir les terres arables de la plaine du Mbam, alors que c'est des frères et sœurs, hein, ils font des mariages en commun, mais désormais, les terres arables du département du Mbam dépendaient d'un programme confectionné dans la région du centre, alors que eux, la région de l'Ouest, était à côté. A vu partir la terre du Nkam, les terres fertiles du Nkam, et les terres fertiles du Nkam également a vu partir la possibilité d'avoir un débouché sur la mer à partir d'un port fluvial à Yabassi. Donc la région de l'Ouest également a perdu le découpage de Nkam et de Nkam. La région de l'Ouest a perdu également quand elle a vu partir une zone où elle pouvait développer l'activité agro-pastorale, ça veut dire agricole et pastorale, agricole et élevage. Donc, elle a vu partir la plaine Tika qui est partie dans la Damawa et une autre qui est partie dans l'Est. Donc, vous voyez que tout cet ensemble-là a déstabilisé considérablement, historiquement, le territoire des Grasse-Îles et donc, partant de la région de l'Ouest. Ensuite, il y a eu le déclin. Là, alors, ça a été le pire parce que est arrivé lors de l'indépendance, la résistance des populations locales à la colonisation. L'administration coloniale n'y est pas allée de main morte. Elle a copieusement réprimé les populations locales, les incendies des chefferies, le cantonnement des populations, les têtes coupées, les bombardements, les assauts militaires. Donc, comme vous savez tout vous-même, toute la rhétorique qu'il y a autour de l'insurrection à l'Ouest et comment l'administration coloniale a procédé pour mater avec de dizaines de morts, des hommes, des femmes, valides, des enfants. Ce qui a d'abord enlevé à la région de l'Ouest du capital humain, c'est-à-dire que la force de travail, les hommes et les femmes, ce qui a entraîné un exode massif de sa population qui est parti se chercher vers Mbalmayo, vers Bafia, vers Douala, vers Yaoundé, etc., abandonnant la région, un peu comme on voit actuellement ce qui se passe au Nozo. Donc, des morts, dont des pertes en vies humaines, l'exode massif des populations, les incendies des chefferies, la destruction des unités administratives, tout ça a pesé lourd dans l'affaiblissement économique de la région de l'Ouest. Du coup, son agriculture s'est effondrée, son artisanat s'est effondré, ses chefferies s'est effondrées, son ossature communautaire s'est effondrée,
la solidarité entre les hommes et les femmes, etc., etc., etc. Donc, c'est une région qui a énormément souffert, voilà, de la politique de l'administration coloniale à l'époque. Voilà. Donc, cela a fragilisé la région de l'Ouest. Deuxième source de fragilisation de la région de l'Ouest, parce que lorsque la région de l'Ouest rentre dans cette histoire c'est-à-dire que la région de l'Ouest va connaître, comment on dit ça? Pardonnez une minute, je bois un verre d'eau. La région de l'Ouest va connaître de grosses difficultés en termes de, voilà, en termes de démantèlement. D'abord, comme j'ai dit, par la carte administrative. Ensuite, il y aura la colonisation. Après la colonisation, il y aura un autre facteur qui va mettre à mal la région de l'Ouest. Ce sera le facteur de les plans d'ajustement structurel. Ça veut dire que une fois que l'administration coloniale avait, entre guillemets, pacifié la région de l'Ouest, une fois que Ahidjo avait pacifié, comme il le disait lui-même, la région de l'Ouest, il s'est retrouvé face à un autre, c'est-à-dire qu'il a pu remettre en place, après les plans quinquennaux, il a mis en place ce qu'il avait appelé le développement autocentré. Donc, il a développé l'agriculture dans la région de l'Ouest, la culture du vivrier, la culture du café. Nous savons tous que la Ménoire, le Onkam, les Bamboutos, le Noun étaient des grands centres de la culture du café arabica et robusta. Et que tout cela était géré par une union des coopératives qui s'appelait l'UCAO. Donc, tout ça a bien prospéré, sauf que par la suite sont arrivés la faillite de l'ONCPB et les plans d'ajustement structurel. Donc, les plans d'ajustement structurel qui avaient pour conséquence d'interdire le subventionnement de l'agriculture, d'interdire le subventionnement de l'agriculture par les subventions directes à la production et d'interdire le subventionnement de l'agriculture par les intrants, les dons des intrants gratuits. Voilà. Et un ensemble de programmes sociaux que Ahidjo avait mis pour encourager les personnes à aller se mettre dans l'agriculture. Donc, la conséquence de tout ça, ça a été que la région de l'Ouest également a vu une paupérisation de sa population parce qu'à partir, il n'y avait pas ce que les anglo-saxons appellent les incentives. Autrement dit, les incitations pour le monde agricole. Là, ça a entraîné un exode massif des populations. Bon, ça a entraîné, s'il vous plaît, s'il y a des gens qui n'ont rien à faire, évite de me perturber en mettant des commentaires désagréables. Là. Sinon, après le live, je vais vous bloquer, qui que vous soyez. Donc, la région de l'Ouest a dû faire face, comme je disais, à de grosses difficultés en termes d'absence d'incitation au monde rural. Donc, les programmes d'ajustement structurel ont supprimé tout ce qu'il y avait comme incitation pour le monde rural. Non, l'absence d'incitation pour le monde rural a entraîné donc, la région de l'Ouest dans de grosses difficultés économiques qui ont créé l'exode rural, etc., etc. Donc, comme je le disais, après les guerres coloniales, Ahidjo a procédé à la pacification de la région de l'Ouest. Donc, il a procédé à la pacification de la région de l'Ouest. Je dis bien entre guillemets, moi, je n'appelle pas ça pacification, parce qu'une pacification se fait autour d'un consensus. Il n'y en avait pas eu. Ça a été par la guerre. Et après ça, Ahidjo a quand même eu l'intelligence de remplacer l'insurrection par de donner les moyens aux gens qui étaient restés dans les villages de se lancer à l'agriculture, la culture du café notamment, la culture des produits vivriers, pommes de terre, haricots, ignames, etc., etc. Donc, les populations de la région de l'Ouest se sont lancées massivement dans l'agriculture. Le café a permis à nos parents, aux grands-parents, d'élever des générations d'enfants qu'ils ont pu envoyer à l'école, de tenir des foyers, de se construire, d'avoir une vie aisée, parce que bon, il y avait un prix garanti aux producteurs pour l'achat du café, voilà. Et développer également le palmier à huile et développer également d'autres petites activités, mais c'était principalement la culture du café. Le Cameroun produisait déjà 200 à 300 000 tonnes, et dans les 300 000 tonnes, environ 150 000 tonnes provenaient de la région de l'Ouest. Ça veut dire que c'était une grande région de culture du café, étant entendu qu'il y avait des zones comme la région du Sud, la région de l'Est et la région du Sud-Ouest, et un peu aussi du Nord-Ouest, qui étaient aussi des grands cultivateurs de café. Ça, c'est important. Bon,
la pacification de la région de l'Ouest a dû avoir aussi promu comme activité le commerce. Voilà, le commerce. Et c'est pour ça que beaucoup de ressortissants de la région de l'Ouest se sont lancés dans le commerce. Le commerce import-export. Voilà. La construction des marchés dans les grandes villes comme des grandes métropoles comme Bafoussam, où on avait quand même fait le marché A, on avait fait le marché B, on a fait les marchés dans les villes comme Chang, etc., etc. Donc, ça a permis de développer l'agriculture, couplé au commerce, commerce des vivres frais, commerce des produits manufacturés. Donc, l'Ouest est devenu un grand centre commercial où pouvaient s'approvisionner les populations vivant au sud-ouest, les populations vivant au nord-ouest, et même parfois les populations vivant au centre littoral et les populations en provenance du Nigeria. Donc, ça a participé énormément de la développement économique de la région de l'Ouest. Ensuite aussi le transport. Le transport dans la région de l'Ouest, qui était un grand centre de transport, transport de marchandises, transport de personnes, aller-retour. Vous voyez vous-même, ce n'est pas un hasard si les grandes agences de bus, qui ont des bus là, Grand Ouest, Binam, Ferry, Camo, Mondial, Garantie, Amour Mesam, etc., sont des enfants de la région de l'Ouest parce que il y a eu très tôt cette culture d'être des entrepreneurs dans le domaine du transport. Donc, cette culture de l'entrepreneuriat dans le domaine du transport a énormément boosté les activités commerciales, les activités économiques de la région de l'Ouest. Ensuite, il y a la PME ou la TPME. Donc, ceux qui connaissent bien la région de l'Ouest savent que dans les zones comme Bafoussam, Tcham, Bouddha, ont fleuri à un certain moment beaucoup de PME, beaucoup de TPME, beaucoup de petites et de micro-entreprises qui ont permis, n'est-ce pas, de développer l'économie de la région de l'Ouest. Ça, c'est jusqu'à cette époque-là. Voilà. On marque un point d'arrêt là. Ce qui va se passer par la suite, c'est la conséquence née des programmes d'ajustement structurel. Les programmes d'ajustement structurel vont avoir une conséquence très difficile parce que il y a deux choses. Il y a la faillite de l'ONCPB et de l'UKO parce qu'elles étaient mal gérées. L'ONCPB a été mal gérée. On ne sait pas où sont passées les réserves de l'ONCPB qui étaient normalement destinées à soutenir le prix aux producteurs. C'était un peu comme des polices d'assurance. Un peu comme on fait en finance les puts et les calls. Ça veut dire que quand le prix monte, ça monte jusqu'à un certain plancher. Quand le prix baisse, ça ne va pas au-delà d'un certain plancher. Donc, l'ONCPB avait des réserves pour garantir, comme on dit, un prix garanti aux producteurs. Mais au moment où les cours se sont effondrés sur le marché mondial et qu'il fallait faire jouer les prix garantis aux producteurs, l'ONCPB a été abonné absent. Les réserves ont miraculeusement disparu et l'entreprise est tombée en faillite. Cette faillite de l'ONCPB a poussé l'État du Cameroun à aller vers le Fonds monétaire et le Fonds monétaire et l'État du Cameroun ont signé un programme d'ajustement structurel. Je ne remets pas en cause ici, là, dans mon live, ni la Banque mondiale, ni le Fonds monétaire, parce que ce ne sont pas eux qui sont les policy makers. Ce n'est pas eux qui font la politique économique dans un pays. C'est l'Assemblée nationale d'un pays et l'exécutif qui, d'un commun accord, font la politique économique d'un pays et consignent ça dans les lois de finances, dans les programmes économiques, etc., etc. Donc, l'hypercentralisation, comme m'a dit un ami, l'hypercentralisation fait que les populations locales ont été victimes des programmes d'ajustement structurel. Les ont subi les programmes d'ajustement structurel que le gouvernement camerounais lui-même n'avait pas pris le temps de négocier. La conséquence, c'est qu'on a opéré des coupes dans les semences qu'on donnait aux planteurs. Avant, les planteurs recevaient des semences gratuites. Coupe dans les engrais qu'on donnait aux planteurs. Coupe dans les produits phytosanitaires qu'on donnait aux planteurs. Coupe dans les facilités qu'on donnait aux planteurs pour construire des écoles dans leur village et localiser leurs familles et leurs enfants. Voilà. Coupe dans le prix d'achat du cacao, du café. Par exemple, à 600 francs, on était tombé parfois à 150 francs avant de remonter à 300 francs. Donc, toutes ces coupes-là ont entraîné une diminution massive du revenu de nos grands-parents, qui étaient des planteurs de café à Tchang, qui étaient des planteurs de café à Bafang, qui étaient des planteurs de café à Mbouda, qui étaient des planteurs de café à Fumban, qui étaient des planteurs de café à Melon, qui étaient des planteurs de café, etc., etc. Dans tous ces endroits-là, en Galim, dans tous ces bassins de production-là. Ces gens vivaient du café, du plantain, du maïs, etc. Ils faisaient pas mal d'agriculture. Donc, toutes ces coupes-là ont fait chuter
Voilà. Et la conséquence de ça, c'est que ça a généré un appauvrissement des familles, surtout dans une zone où les gens étaient polygames, avec 1, 2, 3, 4 femmes, un hyper-appauvrissement des familles, les parents ne pouvant plus supporter le coût de nourrir, vêtir et équiper une famille. Ça a donc généré l'exode rural. Les gens ont commencé à partir massivement de Bafoussam pour s'installer à Douala, partir massivement de Banjoum, Baham, Batie, Bahouang pour partir à Douala. Les gens ont commencé à partir de Bafang, de Bana, de Banja, de Mbandung Kassa, de Fondjomon pour se retrouver à Douala. Les gens ont commencé à partir de Fumban, de Bangang, de Babajou, de Bamugong, de Babete pour se retrouver à Douala. Les gens ont commencé à partir de Fumban, de Mbankim, de Magba, etc., pour se retrouver à Douala. Donc, de Bangante, de Ntonga, de Bazou, il y a eu un exode massif des populations pour aller vers les grands centres urbains, qui étaient les villes de Douala, qui étaient les villes de Yaoundé. Voilà. Donc, la chute de l'ONCPB, comme j'ai dit, a entraîné un revenu, une chute des revenus en zone rurale. Il y a deux choses que je voudrais dire. Pourquoi est-ce que les populations qui ont fui sont parties à ces grandes métropoles? D'abord de un. Et deuxièmement, une petite analyse sur la faillite du modèle économique que avait mis en place. D'abord, les populations ont commencé à partir vers les grands centres urbains qui étaient Douala et Yaoundé parce que l'administration coloniale, en découpant la carte administrative, avait mis en place de facto une concentration ou une centralisation des ressources économiques, des moyens économiques de notre pays dans deux villes, Douala et Yaoundé. Ça veut dire qu'en dotant Douala d'un port, là où il est, alors que ce port aurait pu être par exemple à Tiko, en dotant Douala d'un port, en dotant Douala de zones industrielles pour y localiser les industries tenues par les entreprises multinationales françaises et étrangères, ça a concentré, ça a fait de Douala l'unique pôle économique. Et ensuite, en faisant de Yaoundé la capitale administrative avec la centralisation excessive, où toutes les ressources financières et budgétaires du pays sont à Yaoundé, donc c'est ça qui a favorisé que, voilà, une fois qu'il y a les zones rurales, les populations venant du nord, de l'est, des zones anglophones et donc aussi de la région de l'ouest, aillent chercher bien meilleur qu'à Yaoundé, par exemple. Je prends encore un autre exemple. Prenez un exemple sur le plan de l'éducation. L'État ayant tardé à déconcentrer davantage et à décentraliser. Prenons un exemple. Quand vous voyez, par exemple, aujourd'hui, le nombre d'étudiants qui fréquentent à Tchang, le nombre d'étudiants qui fréquentent à Bangante, le nombre d'étudiants qui fréquentent à Tchang, à Bangante, à Bafoussam, Banjoun, par exemple, Banjoun. Quand vous comparez à ce qui était à l'époque où les enfants partaient de l'Ouest pour aller s'entasser en Guaykele, Kradat, bref, dans tous ces bantoustans-là, vous comprenez que c'est le déficit de déconcentration qui a aussi entraîné ces problèmes d'exode rural. Ça, c'est important à noter. Donc, la chute des revenus a poussé nos populations vers là. Une autre chose, c'est une réflexion sur la faillite du modèle économique de l'UCAO. Je pense que ce n'était pas un bon modèle économique. C'était un modèle qu'Aïdjo avait copié en Chine, sauf qu'il n'y avait pas la rigueur en matière, l'intransigeance en matière de lutte contre la corruption qu'il peut y avoir dans un pays comme la Chine ou Cameroun. Donc, la conséquence a été la corruption. Les coopératives de producteurs de café n'étaient pas gérées par des managers avec des obligations de réserve. C'était plutôt géré par des personnes cooptées par des chefs traditionnels. Donc, il y avait un trafic d'influence. Et donc, la priorité, ce n'était pas le management avec des plans de développement, etc., etc., etc. Donc, ce modèle-là a échoué. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Ce modèle-là a échoué. Et en échouant, donc, il a entraîné, si vous mettez la faillite du modèle économique de... Parce que vous aviez dans les Bamboutos, la Kaplabam, coopérative agricole des planteurs des Bamboutos. Vous avez dans la Ménois la Kaplami, coopérative agricole des planteurs de la Ménois. Vous avez dans la Mifi la Kaplami, coopérative agricole des planteurs de la Mifi. Vous avez dans le Onkam la Kapla, je crois, coopérative agricole des planteurs du Onkam. Vous aviez dans le Noun la Kapla Noun, coopérative des planteurs agricoles du Noun. Donc, il y avait un maillage des coopératives agricoles. Et à Bafoussam, vous avez l'UCAO, l'Union des coopératives agricoles de l'Ouest Cameroun.
Donc, l'UCAO centralisait les achats, la logistique, le stockage, la commercialisation, ce qui était une bonne chose, ce qui était bien, mais l'État aurait dû se départir de ça. La stratégie qui consistait à laisser les décrets présidentiels nommer les directeurs de l'UCAO, etc., les personnes n'avaient pas les mains libres, elles étaient tellement liées aux politiques. Et il n'y a pas eu un vrai management offensif ayant pour but de développer ces coopératives agricoles. Donc, la conséquence de ça, ça a été, si je puis dire, la faillite. La conséquence de ça a été la faillite de l'UCAO. Voilà. Maintenant, parlons de l'exode. Voilà, j'ai parlé de l'exode vers Douala. Voilà, j'ai parlé de l'exode vers Douala. Maintenant, pourquoi la réflexion sur le futur de la région de l'Ouest se pose aujourd'hui? La réflexion sur le futur de la région de l'économie de la région de l'Ouest se pose aujourd'hui parce que l'exode rural massif des populations de la région de l'Ouest commence à créer des tensions intercommunautaires, surtout dans les villes de Douala et Yaoundé. Vous êtes sans savoir tout ce qu'on entend dans les plateaux de télévision. Je veux dire, il faut être réaliste. Hein. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent, qui essaient de nier les évidences. Hein? Moi, j'ai beaucoup d'amis, j'ai même des parents, Sawa, hein, qui vous disent, vous mangez et vous buvez ensemble. C'est même lui qui te sert la bouteille de vin. Il te dit, mon enfant, moi, je ne suis pas tribaliste. Mon enfant, je ne suis pas sectaire. Mon enfant, je n'ai rien contre les Bamileke. Mais enfin, chez nous, ici à Douala, on n'arrive pas à respirer, on suffoque parce qu'on est envahi par les autres. Bon, on peut condamner des propos comme ça parce qu'on ne doit pas les tenir dans une république. Et d'un autre côté, dans une zone comme Yaoundé, vous entendez les gens dire, ah ben nous sommes ici, les autres viennent ici chez nous, ils peuvent acheter des terrains, mais nous, on ne peut pas acheter des terrains chez eux. Et quand vous leur posez la question, mais pourquoi vous n'allez pas vous installer là-bas? Ils vous disent, ah, il y a quoi là-bas? Il n'y a rien, c'est le désert. Donc, ça veut dire que il est temps d'ouvrir le débat sur, ou la réflexion, je ne dirais pas le débat, la réflexion sur le futur de l'économie de la région de l'Ouest. Comme je l'ai dit, je l'ai mentionné dans mon exposé, nous avons perdu, lorsqu'il y a eu le démantèlement administratif des territoires des Graciers, nous avons perdu lorsqu'il y a eu le découpage administratif, nous avons perdu lors de la colonisation, nous avons perdu lors des zones rurales, nous avons perdu lors des programmes d'ajustement structurel, l'effondrement du café, etc., etc. Mais ce n'est pas une fatalité. Tous les pays du monde ont connu ça. L'Amérique, les territoires comme les États comme le Michigan ont énormément perdu quand il y a eu des délocalisations de pans d'activités industrielles pour aller installer ça dans l'Europe de l'Est ou pour aller installer ça dans les pays d'Asie, en Chine et d'autres. Donc, ils ont perdu énormément. Beaucoup de gens ont perdu leurs emplois. Vous-même, vous suivez l'État de Pennsylvanie, Philadelphie. C'était le territoire des sidérurgies où des millions de travailleurs noirs avaient un emploi. Et quand toute la sidérurgie a été délocalisée vers la Chine, beaucoup de gens se sont retrouvés au chômage, beaucoup de gens se sont suicidés d'une balle dans la tête. Il y a eu beaucoup de gens qui ont expérimenté le stress. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est propre à notre pays. Ce qui se passe, c'est qu'ailleurs, quand survient une situation comme celle-là, les économistes, les sociologues, les anthropologues, les fonctionnaires, les élites, les notabilités, etc., etc., se mettent ensemble dans ce qu'on appelle des think tanks. Des think tanks, ça veut dire que des cercles de réflexion des élites se mettent ensemble et réfléchissent sur comment on fait pour trouver un modèle alternatif. C'est-à-dire, on dit, bon, voilà, le modèle cacao, café, voilà, agriculture à la houe a vécu. Le modèle transport, boulangerie, etc. a vécu. Quel est le modèle qu'on invente maintenant pour remplacer ce modèle-là et faire que la zone aille de l'avant? Donc, c'est ça le vrai débat. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser maintenant. Donc, nous allons essayer de réfléchir, de porter cette réflexion-là. Voilà, de porter cette réflexion-là parce que nous pensons que l'attitude qui consiste à exacerber les tensions communautaires est une attitude lâche. La région de l'Ouest a à peu près la même superficie que Singapour. À Singapour vivent 17 millions de Singapouriens, je crois 20 millions de personnes. Sur le territoire de la région de l'Ouest vivent 1,5 million de personnes. Je dis bien,
La région de l'Ouest a à peu près la superficie de Singapour. Singapour vivent 20 millions de personnes. Dans la région de l'Ouest, vivent 1,5 million de personnes. Ça veut dire qu'il nous faut réfléchir pour inventer un modèle économique qui peut être appliqué à la région de l'Ouest et qui peut permettre qu'elle aussi attire du monde, voilà, attire du monde, attire des compétences, attire des personnes qui ont des savoirs, crée une économie, développe, crée de la valeur ajoutée, participe à l'économie camerounaise de manière plus offensive et non plus défensive ou pas du tout, et que la région de l'Ouest d'être le cimetière. Parce qu'aujourd'hui, la région de l'Ouest, en fait, elle n'existe pas. Elle est que le cimetière, c'est-à-dire que quand les gens décèdent à Douala, ils décèdent à Yaoundé, décèdent en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, voilà, on rapatrie leurs dépouilles pour aller inhumer dans la région de l'Ouest. C'est uniquement à ça que c'est la région de l'Ouest aujourd'hui. Elle ne nous sert pas à grand-chose. Donc, nous devons être extrêmement prudents, n'est-ce pas? Nous devons être extrêmement prudents pour voilà, repenser un nouveau modèle économique et relancer l'économie de la région de l'Ouest. C'est faisable, c'est à notre portée et c'est l'objet de ces brainstorming. Voilà. Notre réflexion donc va s'axer sur 4 points principaux. Donc nous allons mener une réflexion centrée sur, voilà, le nouveau modèle économique. Voilà, quel est le nouveau modèle économique qu'il faut promouvoir dans la région de l'Ouest? Nous allons réfléchir sur le nouveau modèle économique. Nous allons réfléchir sur la stratégie à mettre en place pour relocaliser certaines activités dans la région de l'Ouest. Nous allons réfléchir à la stratégie à mettre en place, c'est-à-dire que les activités que des opérateurs économiques originaires de la région de l'Ouest ont créées et développées dans la région de l'Ouest. Nous allons réfléchir sur une stratégie à mettre en place pour que ces activités soient relocalisées dans la région de l'Ouest. Si c'est par exemple une activité qu'ils ont, par exemple, je prends un exemple, hein, je vais en reparler tout à l'heure. Je prends un exemple, la friperie par exemple. Comment est-ce qu'on peut faire pour que le commerce import-export de gros ou bien d'emballage à la friperie parte du marché Nkouloulou et revienne dans la région de l'Ouest par exemple. Donc ça pourrait entraîner des emplois parce que s'il y a le négoce, l'emballage, non, je vais en reparler tout à l'heure, de la friperie dans la région de l'Ouest, ça peut embarquer dans la région de l'Ouest 50 à 100 000 emplois et donner de l'emploi à beaucoup de personnes. Donc, c'est des choses dont nous allons porter la réflexion. Comment est-ce que la région de l'Ouest fait pour créer de nouveaux segments d'activité? Parce que les temps ont changé. Autant on peut comprendre qu'en 1960, Aïdjo avait misé sur la culture du café, l'agriculture à la houe, donc la culture des pommes de terre, de haricots, etc., pour nourrir les populations en zone urbaine. Parce que l'éducation n'était pas au niveau où elle était. Mais aujourd'hui, la région de l'Ouest possède des enfants qui sont dans les grandes multinationales, comme Google, comme Microsoft, comme IBM, etc., etc. Elle possède également des jeunes cadres qui se retrouvent dans tous les grands, dans les grands centres de décision des multinationales de ce monde. On fait les grandes universités de ce monde, donc savent comment créer des venture capital pour financer des startups et développer la technologie de l'information et de la communication, qui génère énormément d'argent. C'est-à-dire que qui peut, sur un territoire de 10 hectares, créer en 5 ans l'équivalent du PIB actuel du Cameroun. Donc, comment on fait donc pour que ce soit possible? Par exemple, qui, localisé dans la région de l'Ouest, permettrait de faire décoller la région de l'Ouest? Comment on met ensemble ce potentiel-là pour pouvoir recréer une nouvelle économie dans la région de l'Ouest? Ça, il va falloir y penser. Maintenant, il y a aussi la construction des infrastructures structurantes. La région de l'Ouest ne sera jamais développée tant qu'elle ne se dote pas d'infrastructures structurantes. Et nous allons ouvrir le débat sur la construction des infrastructures structurantes. La construction d'un port sec. Je reviens encore dessus. Parce que tant qu'on ne ramène pas la chaîne logistique dans la région de l'Ouest, ça ne va pas marcher. Et le jour où on dote la région de l'Ouest d'un port sec, 70% de l'activité de Douala est morte. Parce que Douala ne sera plus qu'un port de transit. Il n'y aura plus des activités de stockage, de manutention, d'accounage, etc., etc. Ça va créer une autre activité de transport ferroviaire, hein, de Douala jusqu'en Konsamba au moins, et éventuellement même prolonger la ligne. Ça va créer des activités de transport terrestre, dont la nécessité d'élargir la route qui va de Douala jusqu'à rejoindre la région de l'Ouest. Ça va donner des ouvertures, comme j'ai dit, vers le Nozo, sur le port de Limbe et de Calabar, etc. La nécessité de mettre en place un aéroport international à Bafoussam. On parlera de ça.
on explorera le business model et le business plan qu'on peut mettre en place pour créer un aéroport international à Bafoussam. La nécessité de développer l'énergie, voilà, l'énergie. Contrairement à aux idées que nous avons reçues, la région de l'Ouest peut être un grand pôle de développement de l'énergie. Voilà, la nécessité de développer, par exemple, l'économie du savoir. L'économie du savoir, ça veut dire tout ce qui est enseignement, tout ce qui est technologie de l'information, tout ce qui est création, etc. Dans l'éducation, dans la mode, dans la culture, etc., etc. Peut être localisé dans la région de l'Ouest. La nécessité de développer l'agriculture à forte productivité, l'élevage à forte productivité à cycle court. Donc, il y a un ensemble d'infrastructures dont notre région doit se doter pour pouvoir réamorcer un décollage économique. Donc, nous allons parler de ça posément. Nous ferons des lives. Nous ferons des présentations là-dessus, voilà, qui seront intéressantes. Et je vous invite à les suivre. Voilà. Donc, comme je disais, donc, je vais essayer d'expliquer pièce par pièce, comme on dit en anglais, piece by piece. On va essayer de faire ça piece par piece. Nous allons faire une présentation sur le modèle économique de la région de l'Ouest. Qu'est-ce que j'entends par modèle économique? Modèle économique, c'est comment est-ce que vous mettez ensemble les atouts, vos forces, les ressources dont vous disposez, les ressources humaines, les enfants que vous avez, ceux qui sont allés à l'école à un certain niveau, sont devenus des ingénieurs, sont devenus des médecins, sont devenus des avocats, etc. Ce sont des compétences. La jeunesse, la force de travail, les bras, chez les hommes comme chez les femmes. Comment vous intégrez les femmes? Comment vous intégrez les jeunes pour pouvoir créer une économie? Voilà. Nous ne pouvons pas avoir autant de chercheurs, voilà, originaires de la région de l'Ouest à l'étranger et ne pas développer un hub de biotechnologie, de recherche en matière de biotechnologie dans la région de l'Ouest. Donc, il va falloir qu'on parle de ça. Comment est-ce qu'on met ensemble les ressources humaines? Comment on met ensemble les ressources financières? Comment on met ensemble le capital financier? Comment on met ensemble la disponibilité de certaines ressources locales pour pouvoir créer une économie de grande, la densité économique dans la région de l'Ouest? Comment on fait ça? Comment on met les pièces une par une? Qu'est-ce qu'on fait en termes d'infrastructure? Qu'est-ce qu'on fait? Et ensuite, comment est-ce qu'on met en valeur les avantages compétitifs que nous avons? Ce que nous avons d'unique dans la région de l'Ouest que les autres n'ont pas. Est-ce que c'est nos chaînes montagneuses? Est-ce que c'est l'excès de vent? Est-ce que c'est le dynamisme démographique? Est-ce que c'est la force de travail? Est-ce que c'est la jeunesse de la population? Est-ce que c'est la disponibilité du capital financier dans la diaspora? Est-ce que c'est, par exemple, la disponibilité des cadres de très haut niveau international, que par exemple l'école camerounaise ne peut pas former? Par exemple, si vous mettez en place l'économie du savoir, vous avez tellement d'enseignants originaires de la région de l'Ouest dans les universités américaines qui ont déjà fait 20 ans, 25 ans d'enseignement, ou parfois 30 ans, qui ont 55 ans, donc ils peuvent encore enseigner 15 ans. Ça veut dire que si vous créez une université américaine dans la région de l'Ouest, en partenariat, par exemple, avec des universités comme Harvard, la région de l'Ouest, ce qu'ils font déjà aujourd'hui dans d'autres pays comme en Asie. Vous voyez donc que la disponibilité des enseignants est là, les gens qui peuvent rentrer enseigner dans leur pays, et enseigner, ils maîtrisent le curriculum aux États-Unis, et ça vous fait venir tous les enfants qui veulent étudier ailleurs en Afrique, viennent dans la région de l'Ouest, avec des bourses de leur pays, etc. Et ça ramène beaucoup d'argent. C'est ce que le Rwanda a fait. Vous voyez comment les enfants partent de Côte d'Ivoire, du Cameroun, d'Afrique du Sud pour aller faire leurs études au Rwanda, par exemple. Donc, on va réfléchir comment on met en place nos avantages compétitifs. Ce que nous avons d'unique, que les autres n'ont pas. Ce n'est pas les collines, c'est le capital humain. Nous avons le capital humain, la force de même, c'est-à-dire que la principale force de la région de l'Ouest aujourd'hui, c'est le capital humain. Des gens bien formés à l'étranger, une population jeune, une population travailleuse, une population dynamique. Donc, ça, c'est le capital humain. Deuxièmement, le capital financier. Déjà, de par nos élites qui sont à l'intérieur, mais également de par la population qui a immigré normalement en diaspora et qui aujourd'hui représente 4 millions de personnes. Comment est-ce qu'on crée des fonds pour regrouper ce capital financier et spread le risque? Ça veut dire que diminuer le risque
et utiliser cet argent pour investir dans des projets de création de très forte valeur ajoutée et de valeur ajoutée dans la région de l'Ouest. C'est-à-dire sortir de l'agriculture paysanne, par exemple, pour aller vers des modèles comme les nouvelles technologies, pour aller vers des modèles comme les biotechnologies, pour aller vers des modèles comme l'éducation, la formation, bref, ce qu'on appelle l'économie du savoir, pour aller vers des nouvelles comme les TIC, par exemple, un parc technologique, pour aller vers des modèles comme les télécommunications, pour aller vers des modèles comme l'énergie renouvelable, pour aller vers des modèles comme le commerce, mais le commerce intelligent, pas le commerce de nos parents, pour aller vers des modèles comme le négoce international, pour aller vers des modèles comme etc., 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 etc. L'insertion dans la chaîne de valeur, la voiture intelligente, voilà. Comment est-ce que nous faisons pour aller vers des modèles comme le tourisme? Donc, il y a énormément de choses. Comment est-ce que nous créons un modèle qui nous est propre en définissant le contenu en termes de variables? Ça veut dire que le capital humain, le capital financier, les compétences, la mobilité, etc., etc., pour que sur le territoire de la région de l'Ouest, nous faisons éclore des secteurs entiers de l'économie. Donc, nous allons mener une réflexion sur la nécessité de créer un nouveau modèle économique dans la région de l'Ouest. Donc, on parlera de ça, on parlera des avantages que nous avons, on parlera des avantages compétitifs que nous avons, on parlera de comment on met ces avantages compétitifs, on parlera de comment on emprunte ailleurs ce que nous n'avons pas, ça veut dire par exemple faire venir des ingénieurs que nous n'avons pas, etc. On parlera de tout ça. Donc, on va vous expliquer comment on fait pour créer un nouveau modèle économique dans la région de l'Ouest. Voilà. Ensuite, nous allons parler des activités de délocalisation ou de relocation des activités économiques dans la région de l'Ouest. Voyez-vous, ce n'est pas de la discrimination, mais ce n'est pas ainsi que... c'est un peu gênant quand même. Hein. Je pense que j'en parlerai dans mon exposé plus tard parce que je vais répondre à une question où il y a Joseph-Marie Elundu qui a dit qu'on ne peut jamais faire de l'industrie dans la région de l'Ouest parce qu'il n'y a pas le territoire. Bon, j'ai ma fameuse calculatrice que je vous ai montrée hier. Et on va faire des calculs ici. Là, Joseph-Marie Elundu lui-même a les calculs. Et comme ça, il pourra s'inspirer. Ça va lui répondre pas à pas. Donc, on va taper là et lui pourra voir les réponses. Bon. J'explique. Il y a beaucoup d'activités ou de pans d'activités qui sont tenus par les ressortissants de la région de l'Ouest, qui sont hors de la région de l'Ouest, et ces activités-là pourraient être relocalisées dans la région de l'Ouest s'il y a un petit travail qui est fait. Je vais prendre 3 exemples. Premier exemple, la région de l'Ouest est un grand producteur agricole. Hein, le bassin des Grassfields. Elle produit dans les bassins comme Ngalim, dans les bassins comme Tonga, bref, dans tous ces bassins-là, Tcham rural, la Bafou, etc., on produit énormément. On produit des pommes de terre, on produit les haricots, on produit les oignons, on produit la tomate, on produit les gingembres, on produit les concombres, on produit les haricots verts, on produit les patates, on produit le manioc, on produit le taro, on produit le plantain, on produit l'igname. Bref, on produit énormément de vivriers. Et c'est ce vivrier-là qui est utilisé pour nourrir la population vivant en zone urbaine, à Douala et à Yaoundé. Sauf que, quand vous regardez dans la région de l'Ouest, il n'existe pas un marché de gros. Ça veut dire que les populations de la région de l'Ouest se contentent de vendre les produits bord de champ. Donc, dans la chaîne de valeur qui est créée partant de la production, le producteur qui sont, jusqu'à la commercialisation dans les marchés de détail ou bien dans les supermarchés, les populations de la région de l'Ouest ne voient que du feu. C'est-à-dire que le régime de plantain que vous allez acheter à 4 000 au marché Bonéonda à Douala, au marché Bonamsadi à Douala, il est parti de l'Ouest à 1 500. Ça veut dire que si vous faites 1 000 francs, 1 500, je prends ma calculatrice, 1 500, voilà là, divisé par 4 000, voilà là, égal, voilà, je multiplie par 100. Vous voyez que la population de la région de l'Ouest ne reçoit que 37%, 33, 35%, 33 à 35% de l'argent qui est généré par la production agricole. Le reste de cet argent va hors de la région de l'Ouest. Donc, en économie, elle dit qu'on n'est pas compétiteur parce que pour être vraiment compétiteur, il faut être à 50%. Ça veut dire qu'il y a nécessité pour les populations de la région de l'Ouest de relocaliser dans la région de l'Ouest une série d'activités qui est notamment l'activité de stockage et de distribution en
en gros ou en négoce des produits agricoles. Pour cela, il y a nécessité de construire un marché de gros avec une chaîne de foire. À partir du moment où vous avez un marché de gros avec une chaîne de foire, vous pouvez produire et même stocker pendant plusieurs années et les gens viennent acheter chez vous pour aller être des détaillants directs et non même plus des grossistes. Avec ça, ça entraînerait le départ, ça entraînerait l'affaiblissement des marchés comme Sandaga, Fundia, Yaoundé et ça ferait que les gens viennent s'approvisionner directement et même en mettant la logistique. Mettant la logistique, ça veut dire que si vous faites de calibrage, par exemple, vous dites voilà, la banane, nous la vendons, etc., etc. Aujourd'hui, tout existe. Même une photo sur WhatsApp, vous pouvez photographier ça en régime de plantain et montrer à quelqu'un qui est à Yaoundé. Il envoie l'argent, vous chargez son plantain dans le camion, ça part. S'il y a un marché physique bien organisé. Donc, ça permettrait de relocaliser les activités dans la région de l'Ouest. Ça ferait que, si on estime la marge des détaillants à 20% du prix, ça ferait que la région de l'Ouest capte 80% de ce qui est créé dans la chaîne de valeur. Donc, partant de là, elle se développe. Donc, c'est pour répondre à des gens comme José-Marie Elundu, quand il dit, ouais, vraiment, non, c'est parce qu'il ne connaît pas l'économie. C'est parce qu'il ne connaît pas l'économie. C'est parce qu'il ne connaît pas l'économie. La première chose qu'une zone comme la région de l'Ouest va devoir faire, c'est d'abord de ramener c'est-à-dire que de ramener une bonne partie de la chaîne de valeur. Ça passe par la construction des infrastructures, comme la construction d'un marché de gros, comme la construction, la mise en place d'une chaîne de foire au niveau pour pouvoir faire le stockage des produits agricoles et le négoce sur place. À partir de ce moment-là, ça va relocaliser 80% de l'activité de agriculture, stockage, distribution des produits agricoles dans notre pays. Or, le premier poste de dépense dans un pays comme le Cameroun, c'est la nourriture. C'est la nourriture, c'est ce qu'on mange. Le premier poste de dépense dans notre pays, c'est la nourriture. C'est le manger, comme on dit. Donc, vous comprenez qu'il y a la possibilité de relocaliser toutes ces activités dans notre région, dans la région de l'Ouest, si c'est possible. Donc, quand des gens, je ne veux pas citer là, J. Remingono, je ne vais pas le citer parce que j'espère parler avec lui dans la journée pour clarifier certaines choses, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect. Mais il y a certaines choses qu'ils disent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'économie. Je dis encore que la construction d'une infrastructure de stockage et de distribution de produits agricoles adaptés dans la région de l'Ouest ferait que désormais 80 à 90% de la chaîne de valeur de tout ce qui est production agricole au Cameroun serait relocalisée. Ça veut dire que si le business de la région de l'Ouest génère 1000 le business de la production de l'agriculture ou manger génère 1000 milliards par an, 900 milliards vont rester dans la région de l'Ouest, ne vont même pas sortir. Simplement, il faut des infrastructures. Donc, on en parlera, on fera des lives dessus. Je prends un deuxième exemple. C'est le commerce, je l'ai dit tout à l'heure, de la friperie, par exemple. Le commerce de la friperie. Vous savez bien que le commerce de la friperie est tenu par les enfants originaires de la région de l'Ouest. Mais je le dis encore aux fripiers, d'ailleurs. Beaucoup ont fait faillite. Que la faillite qui les hante, c'est parce qu'ils n'ont rien dans la chaîne de valeur. Quand on prend un vêtement ici, là, on le trie où? On le trie ici. On le trie, on retire les meilleurs vêtements, on lave, on met dans les ballots, on les envoie en Afrique. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce n'est que 50% de ça. Le reste là est recyclé, transformé, permettant de fabriquer plusieurs objets à valeur ajoutée. Or, eux, ils prennent, ils négocient et comme il y a une concurrence, ils se massacrent et les prix baissent. Et ensuite, ils viennent stocker leurs marchandises dans un port comme à Douala qui est extrêmement cher. Et quand bien même il faut des entrepôts, les entrepôts dans une ville comme Douala où le mètre carré explose, c'est extrêmement cher. Or, s'ils avaient un port sec à l'ouest, ça leur permettrait de commencer à acheter tout. C'est-à-dire que d'acheter comme les gens déposent, acheter directement aux associations de collecte de vieux vêtements, de transporter au Cameroun et de faire les activités de stockage dans leur port sec à Sanchou, de sélectionner, de faire le tri sélectif à l'ouest parce qu'il y a la main d'œuvre, de laver et constituer les ballots de friperie à l'ouest et de les exporter même vers les pays voisins. Et maintenant de récupérer le deuxième choix là et de transformer pour faire les serpillères, les rideaux, etc., 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 etc. Comme ça se fait ailleurs. Donc ça ferait que dans la chaîne de valeur, au lieu qu'ils aient 10%, ils aient 80%. Donc vous comprenez qu'il va falloir ouvrir le débat sur la relocalisation ou la relocation des activités économiques dans la région de l'Ouest,
de manière intelligente. Donc, nous allons parler aux chefs d'entreprise pour qu'ils comprennent. Nous allons leur expliquer un certain nombre de choses. Donc, je dis ça pour tordre le cou au fameux débat qui dit que oui, voilà, on ne peut rien faire dans la région de l'Ouest. C'est seulement un endroit où on va enterrer les morts. Le week-end, on va au funérailles, on mange, on boit le JP Chéné, on montre sa grosse voiture aux villageois, et puis voilà, etc. Et on reprend la route pour rentrer à Douala. Quand vous appelez quelqu'un, oh, j'étais au village là, j'étais à un deuil, j'étais à un funérail, il va falloir arrêter ça. La région de l'Ouest ne peut pas être le cimetière à tombeau ouvert du Cameroun. Elle a un potentiel économique. Je dis encore, vous avez un port sec, vous avez un entrepôt, un marché de gros, vous pouvez relocaliser la friperie en Afrique. Ça veut dire qu'avec les grands marchés comme le Nigeria, avec les grands marchés comme l'Afrique, la CEMAC, avec les marchés comme la RDC, avec le marché soudano-sahelien, donc le Niger, le Soudan, vous pouvez faire de la friperie, s'il y avait un port sec et une zone industrielle, vous pouvez faire de la friperie une activité qui crée 200 000 emplois dans la région de l'Ouest. Je suis économiste. Ma calculatrice, désormais, elle est là, elle ne nous quittera plus. Donc, on fera les calculs, vous allez voir par vous-même. Voilà, donc j'ai parlé des relocations. Ensuite, il y a la promotion de nouveaux secteurs d'activité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est impératif qu'on commence à envisager l'économie de la région de l'Ouest avec de nouvelles activités. On ne peut plus, alors que la région de l'Ouest a 4 millions d'enfants à l'étranger, envisager l'économie de la région de l'Ouest sans parler du tourisme. Moi, j'ai reçu ici quelqu'un qui s'y connaît bien dans un live Facebook, M. Emmanuel Chassa, et je le recevrai encore parce qu'on va refaire ces lives-là, mais on va les refaire différemment. J'ai l'application déjà StreamYard. Donc, StreamYard va nous permettre de faire ça en live face-to-face. Ça veut dire qu'il y aura 2 fenêtres. Il y aura une fenêtre où j'aurai M. Chassa ou M. Nanfa Paul, et il y aura une fenêtre où je serai. Donc, on va faire des lives. Ils pourront voir en live, comme ça, vous pourrez voir ça de visu. On va faire ça très tôt le matin et ils vont répondre aux questions. Ce sera plus présentable, plus marketable sur une plateforme comme YouTube de Jackie Moifo. Voilà. Donc, on va refaire ça. Et on va reparler du tourisme. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'une diaspora, la région de l'Ouest qui a des populations qui vivent à Douala, à Yaoundé, dans les autres pays d'Afrique et en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie et au Moyen-Orient, ne peut pas capter les devises de ces enfants-là en faisant la promotion du tourisme. Et même d'autres Camerounais, en faisant la promotion du tourisme. Je pense qu'il a commencé à avoir une prise de conscience. On a vu ce que Francis Nana, le PDG des laboratoires Biopharma, a fait à Bangou. On a vu ce que Clovis a fait dans la vallée de Bana. Donc, il y a d'autres initiatives qui doivent éclore. Il est temps qu'on parle de l'économie du tourisme dans la région de l'Ouest. Et nous allons ouvrir ce débat, pas même débat, nous allons ouvrir un brainstorming. Nous allons expliquer beaucoup de choses pour que les Camerounais puissent comprendre qu'on ne peut pas penser l'économie de la région de l'Ouest, par exemple, sans développer massivement le secteur du tourisme culturel. Et voilà. Nous allons recevoir des gens qui, pendant 2 heures, vont disserter avec nous pour nous expliquer. Parce que désormais, sur cette plateforme, attendez-vous à regarder des lives, mais attendez-vous aussi à voir des lives où je recevrai des invités, pas seulement camerounais et pas seulement en langue française, mais même dans les langues anglaises, qui vont pouvoir parler avec nous de beaucoup de choses. Je recevrai mon ami Dinoké, qui, après un MBA aux États-Unis, a lancé une chaîne de magasins de vêtements en Angleterre. Et après sa chaîne de magasins, il a lancé un fonds d'investissement communautaire où il a encouragé les Caribéens à racheter du real estate, ça veut dire racheter de l'habitat, moderniser ces habitats pour qu'ils n'aillent plus louer dans les communautés étrangères, mais louent dans les logements dont ils sont propriétaires et qui leur permet d'amortir leur crédit. Donc, nous allons parler de ça. La région de l'Ouest doit pouvoir développer des activités comme l'immobilier, la construction, la fabrication des matériaux de construction, parce qu'il y a la disponibilité de la terre rouge. Il y a même beaucoup de disponibilité de la terre rouge. Donc, elle doit pouvoir ouvrir de nouveaux segments de fabrication des matériaux de construction pour pouvoir promouvoir des logements 100% en matériaux camerounais. La région de l'Ouest doit pouvoir développer des secteurs comme l'énergie renouvelable, les éoliennes. Voilà, la disponibilité des éoliennes, les barrages artificiels, comme les barrages Noumvouri et d'autres types de barrages. Ça doit être on doit pouvoir développer ça dans la région de l'Ouest. La région de l'Ouest doit développer des activités comme le transport et la logistique. Vu sa disponibilité, elle est bien placée parce que vous avez le Nigeria, vous avez le nord-ouest, vous avez le sud-ouest, vous avez le littoral, vous avez le centre, vous avez l'est, vous avez la Damawa, vous avez la zone sahélo-sahélienne. Donc,
déboucher sur le Tchad, le Soudan, la RCA, etc. Donc, il va falloir repenser aux activités de transport, d'entreposage et de logistique. C'est ce qu'on voit, par exemple, avec des pays comme la Suisse. C'est ce qu'on voit avec des régions en France comme l'Alsace, qui est la zone de stockage de charbon, etc. Ou des pays comme la Belgique, qui, de par leur situation au cœur de l'Europe, ont développé des activités de stockage de charbon, de marchandises à destination de l'Hollande, de l'Allemagne, de la France, de la Suisse, de l'Italie, etc., etc., etc. Donc, on va devoir travailler pour réfléchir sur la possibilité pour la région de l'Ouest d'ouvrir de nouveaux couloirs. La possibilité pour la région de l'Ouest également d'ouvrir de nouveaux couloirs dans l'économie du savoir, dans l'économie de l'information, dans l'économie de la communication. Donc, on parlera de ça. L'économie du savoir, c'est une économie qui pèse lourd. Mais également dans l'économie de la culture, le cinéma, la peinture, la mode, etc. Donc, il y a tellement d'atouts qu'on ne peut pas se contenter de dire, comme j'entends José-Marie Elundu et accessoirement mon aîné J. Remingono, pour qui je garde un immense respect et il le sait, se contenter de dire, voilà, on ne peut rien faire à l'Ouest. Ça, c'est un discours pessimiste, c'est un discours défaitiste qui repose principalement sur l'ignorance et la méconnaissance de l'économie, de la région, de ses atouts, de ses hommes, de ses femmes, de leur dynamisme et de leur capacité à penser. Et je dis encore une chose, les gens me diront, oui, mais l'administration qui est en place à ce moment au Cameroun est moribonde, et cette administration-là ne peut rien faire. D'accord, mais cette administration, en attendant que cette administration dégage, rien ne nous empêche d'ouvrir la réflexion. Voilà, d'ouvrir la réflexion, de penser, d'analyser, de poser les jalons d'une réflexion, parce que cette réflexion-là, elle ne s'use pas, elle n'est pas périssable, ce n'est pas le yaourt. Hein, ce n'est pas le yaourt qu'on boit, on met au frigo, on dit voilà, si vous ne consommez pas dans un délai d'1 mois, c'est périssable, il faut jeter à la poubelle. Ce n'est pas la bouteille de lait. Une réflexion sur le développement d'une région comme la région de l'Ouest n'est pas périssable. Donc, elle peut être utilisée même dans 1000 ans. Donc, vous ne pouvez pas nous empêcher d'ouvrir cette réflexion-là. Ensuite, comme j'ai dit, il y a la construction des infrastructures structurantes. L'économie de la région de l'Ouest ne peut plus être la même si désormais on la dote d'un port sec. J'insiste encore pour que les élites de l'Ouest entendent bien. Le jour où elles vont doter la région de l'Ouest d'un port sec, tout va changer. Les ports de Douala là seront, vous allez voir, Douala va s'affaisser, boum, au sol. Boum, au sol. Ce sera seulement un port de transit. Ça veut dire que les conteneurs arrivent, ça sort, ça met sur les wagons, ça part. Même la douane, vous n'aurez pas besoin de faire ça à Douala. Parce que la douane aujourd'hui, la douane met les formalités douanières autant pour moi. La douane camerounaise aujourd'hui a ce qu'on appelle le code Nexus. Le code Nexus, ça permet de mettre un plomb et on rentre dans un ordinateur et avec un GPS, elle peut suivre les conteneurs où se déplace. Ça veut dire qu'il y a tout est en place pour mettre en place un port sec dans la région de l'Ouest. J'ai posté sur mon compte Élysée Yonta, vous pouvez le vérifier. Il y a le port sec du Rwanda, le port sec que le Rwanda a construit. Je posterai prochainement également le port sec que le Nigeria aussi a construit à Ibadan. Comme ça, je posterai également le port sec. Je posterai beaucoup de ports secs. Je posterai. Il faut que les Camerounais comprennent une chose. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure quand je reviendrai sur la navigation fluviale. Dans un pays comme la France, sur la rivière, sur le Rhin, il y a 60 ports. Sur le Rhin, qui est un fleuve, pas l'océan, il y a 60 ports. dont les marchandises arrivent dans les grands ports européens et elles sont éclatées et mises sur des petits bateaux, sur des barges coulissantes et ça repart sur des fleuves, la navigation fluviale. Donc, il faudrait que les gens comprennent, nous pouvons avoir un port sec chez nous. On peut avoir un port sec dans la région de l'Ouest. Et même pas seulement un port sec. On doit avoir un port sec dans la région du Mbam. Un port fluvial autant pour moi. Donc, il y a la nécessité de construire un port sec à Sanchou. Il y a la nécessité de construire un port fluvial dans la région. Même si le Mbam est dans la région du centre, le Mbam reste un territoire attaché au Grassfield. Donc, il y a la nécessité de faire un port fluvial dans le Mbam pour pouvoir bénéficier de l'avantage comparatif de la navigation fluviale sur la Sanaga, la navigation fluviale sur le Mbam, la navigation fluviale sur le Kim. Vous avez 3 fleuves, le Mbam, le Kim et la Sanaga. Donc, il y a la nécessité de faire un port fluvial. Et il y a la nécessité de remettre en route le port fluvial de Yabassi afin de pouvoir donner une débouchée sur la mer. Donc,
Il y a un ensemble d'infrastructures de transport maritime et fluvial que les élites de la région de l'Ouest doivent mettre en place pour booster, couplé à un port sec, pour que ce soit un grand centre logistique. Il faut développer les infrastructures d'énergie, les barrages artificiels, dont les barrages sur les lacs, les barrages artificiels, les centrales solaires, les parcs éoliens et d'autres techniques de production de l'énergie qui sont modernes. Aujourd'hui, vous savez, il y a plus de 1000 manières de produire l'énergie. Plus de 1000 manières de produire l'énergie. Même en recyclant les ordures ménagères, on arrive à reproduire de l'énergie. Toutes ces vidéos-là, je vais poster beaucoup de vidéos sur mon compte Élisée Yonta. Soyez attentifs. Jetez-y un coup d'œil de temps en temps. Vous allez voir des vidéos, des choses qui se font dans le monde que nous ne connaissions pas. Et quand vous allez voir ça, pensez que, voilà, si on reproduit ça chez nous, ça peut permettre de développer l'économie. Donc, dans la région de l'Ouest, comme je disais, il y a la nécessité de développer les infrastructures de transport et de logistique, des ports secs, des ports fluviaux, des marchés de gros, des centres de stockage de marchandises, des parcs, parce que je disais à quelqu'un, sur 100 hectares, le PIB du Cameroun, c'est 20 000 milliards. Le PIB du Cameroun en ce moment-là, c'est 20 000 milliards. C'est-à-dire le pétrole, les brasseries, tout blablabla, là, c'est 20 000 milliards. Mais sur un parc technologique construit sur 100 hectares, un parc technologique de 100 hectares, on peut produire la moitié du PIB du Cameroun. Sur un parc technologique de 100 hectares, basé peut-être à Tchang, là, on peut produire la moitié du PIB du Cameroun. Si vous ajoutez sur 100 autres hectares un parc de l'économie du savoir, vous pouvez doubler, vous pouvez atteindre le PIB du Cameroun. Sur 200-500 hectares, dans une région comme la région de l'Ouest, si vous créez des projets à très forte valeur ajoutée, vous doublez la taille de l'économie du Cameroun. Sur 500 hectares. Donc, quand j'entends les José Marie et Loulou, c'est parce qu'ils sont toujours dans la récitation du bavardage qu'ils lisent dans les rapports du Minepad, là où on dit, voilà, le cacao, les devises. Bon, quand je l'entends parler de ça dans ces lives-là, c'est tellement lamentable. José Marie et Loulou, il raconte, il dit, bon, je pense que c'est la dimension de ses cheveux blancs, quoi. C'est qu'il fait l'économie de 1960. Il est resté dans l'économie qu'Aïdjo faisait quand il était au pouvoir. Mais Aïdjo est décédé. Et il y a eu la chute du mur de Berlin, le communisme s'est affaissé. Le monde a changé, José Marie et nous voyons. Donc, il faut comprendre que, voilà, et même dans l'industrie, vous avez l'industrie à très haut, voilà. Je prends un exemple. Regardez ce qu'a fait Niossi en Quinquem. Voilà. Il a fait tomber les idées conçues. On avait dit, voilà, il n'y a pas d'énergie à l'ouest, on ne peut pas installer l'industrie. Il a installé une unité industrielle qui va employer 1300 personnes et qui à terme va donner du travail à 2000 personnes, emploi direct et indirect. Donc, nous allons refaire du brainstorming pour repenser le futur de l'économie dans la région de l'Ouest. Dans les infrastructures, comme j'ai dit, un port sec, les barrages artificiels, les énergies renouvelables, les parcs technologiques, les parcs de biotechnologie, l'économie du savoir, etc., 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 etc. Il y a énormément de choses. Le duty free. Bref, il y a beaucoup de choses dont on va parler dans les lives à venir. Voilà. Maintenant, je voudrais répondre aux questions spéciales que les gens m'ont envoyées ou m'ont communiquées lorsque je préparais cette présentation. J'ai reçu beaucoup de questions de personnes qui me disaient, bon, voilà, est-ce que tu peux répondre à nos questions là? Ça nous ferait plaisir. Bon, j'ai dit que je répondais à ces questions. Je répondais à ces questions-là. J'en ai noté quelques-unes et je vais y aller au pas de course. J'en ai noté quelques-unes là. Les gens m'ont dit, voilà. Attendez un moment. Voilà, les gens m'ont dit, voilà, la région de l'Ouest est petite pour faire l'industrie. Voilà la première question. La région de l'Ouest n'a pas d'espace pour faire l'agro-industrie. Voilà la deuxième question. La région de l'Ouest n'a pas, les gens de l'Ouest sont uniquement faits pour le commerce. Voilà la troisième. La région de l'Ouest n'a pas assez d'énergie pour soutenir l'industrie, car elle n'a pas de grands fleuves pour faire les barrages. Voilà la quatrième question. La question de la plaine du Mbam, voilà, la plaine du Mbam, voilà.
qu'est-ce qu'on fait comme économie dans la plaine du Mbam qui peut être soutenue mutuellement par la région de l'Ouest actuelle et inversement. Bon, je réponds à ces questions-là. D'abord, pour la question de l'industrie. C'est mon aîné, José-Marie Elundu. Hein. Je dis que j'entretiens de très bons rapports avec lui. Donc, c'est des rapports mutuels, empreints de respect. Donc, José-Marie Elundu dit qu'il n'y a pas d'espace à l'ouest pour faire l'industrie. Chers compatriotes, nous sommes Camerounais. Est-ce qu'il y a 500 usines au Cameroun? 1000 usines, disons. 1000 usines. Est-ce qu'il y a 1000 usines au Cameroun? 1000 usines. Je parle bien d'usines, des usines modernes. Est-ce que le Cameroun a 1000 usines? Moi, je connais l'usine de Néo, je connais l'usine de brasserie, je connais Sofamark de Fokou, je connais des plasturgies, etc., etc. Mais est-ce qu'on atteint 1000 usines au Cameroun? Je ne pense pas. Je pense que si on a beaucoup fait au Cameroun, on est à 200 usines. Hein? Pangokam, toi qui connais bien, dis-moi, est-ce qu'on a 1000 usines au Cameroun là? Qui peut avoir la réponse là? Si vous avez la réponse, vous me dites là. Est-ce que nous sommes à 1000 usines au Cameroun? Dis-moi. Non, nous ne sommes pas à 1000 usines au Cameroun. Voilà. Je reprends ma calculatrice. Si la région de l'Ouest créait 1000 usines, multiplié par 500 emplois par usine, ça créerait 500 000 emplois. 500 000 emplois. Faites pas attention aux zéros, là, il y a les zéros de trop là. Il y a 4 zéros de plus là, c'est les décimales. Ça créerait 500 000 emplois. Là, 500 000 emplois. 500 000 emplois dans la région de l'Ouest. Si vous créez 500 000 travailleurs dans le domaine de l'industrie, dans une région d'une superficie de 15 000 km², c'est déjà beaucoup pour le pays en termes d'industrialisation. Ça veut dire que ça fait pour 1 km², 15 km, tous les 15 km² une usine. Alors, mon frère José-Marie nous dit que, bon, il n'y a pas assez d'espace dans la région de l'Ouest parce que, d'ailleurs, J.P. Remingon a repris le même exemple en disant que la région de l'Ouest, ça fait 15 000 km². Et que comme la région de l'Ouest fait 15 000 km², il n'y a pas assez d'espace pour faire de l'industrie dans la région de l'Ouest. Voilà. La région de l'Ouest fait 15 000 km², donc il n'y a pas d'espace pour faire l'industrie dans la région de l'Ouest. Première chose, je rappelle que l'industrie moderne, on l'a fait dans une zone industrielle. La difficulté, comme les opérateurs économiques à créer les industries aujourd'hui, c'est que le Cameroun n'a pas conçu de parc industriel. Chacun se débrouille comme ça au quartier. Là, il trouve un terrain, il rafistole comme il peut rafistoler, il met une barrière, il monte un entrepôt, il commence à faire l'industrie. Donc, première chose, le Cameroun n'a pas conçu de parc industriel. Donc, je fais une assumption. Donc, mon hypothèse de départ, qui est une hypothèse réaliste, c'est que je fais l'assumption que toutes les industries à venir, les usines à venir dans la région de l'Ouest seront localisées dans une zone industrielle. Faisons ensemble les calculs. Combien d'espace faut-il? La région de l'Ouest a 15 000 km². Combien d'espace faut-il pour localiser 1000 usines? Première chose, 1 m², 1 hectare, c'est 100. Ma calculatrice est là. 1 hectare, c'est 100. Multiplié par 100. 1 hectare, ça fait 10 000 m².
1 hectare, 10 000 mètres carrés. 1 kilomètre carré, ça fait 1000. 1 kilomètre carré, ça fait 1 million de mètres carrés. Divisons maintenant, divisons par 10 000. 1 kilomètre carré égale 100 hectares. 1 kilomètre carré égale 100 hectares. 1 kilomètre carré égale 100 hectares. Dans la région de l'Ouest, il y a 15 000 kilomètres carrés. Et d'ailleurs, Joseph-Marie Elund doit même ajouter que 7 000 kilomètres carrés, c'est dans la zone du pays Bamoun. Et il a dit que les Bamoun ne sont pas les Bamileke et qu'il reste seulement 8 000 kilomètres carrés dans la zone Bamileke. Acceptons même comme ça. Quelle quantité, la question, voici le proposal. Quelle quantité d'espace faut-il pour construire une usine? Quand on prend en compte la technologie disponible aujourd'hui, quand vous voulez construire une usine, vous avez besoin de 4 pièces. Je voudrais même 5 pièces. Vous avez besoin des entrepôts de stockage. Vous avez besoin de l'usine, là où on fabrique. Vous avez besoin d'un entrepôt de stockage. Là, on stocke la matière première et les produits finis. Vous avez besoin de l'usine elle-même. Vous avez besoin des bureaux. Vous avez besoin du parking. Et vous avez besoin d'une zone où on peut mettre où il peut avoir les questions d'énergie, de stockage de produits chimiques liquides, parce qu'il y a besoin d'un dégagement. Voilà, il y a besoin on appelle ça une zone de dégagement. Aujourd'hui, avec la technologie disponible, on parvient à stocker toute la production d'une usine comme UCB sur 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés, 3000 mètres carrés, c'est un tiers de 1 hectare. Ce n'est même pas 1 hectare, hein, c'est un tiers de 1 hectare. Aujourd'hui, et je vais poster la vidéo sur ma page. Vous allez regarder ma page Élisée Yonta. Je vais poster une vidéo de comment est-ce qu'on fait la logistique aujourd'hui. On arrive à construire des endroits logistiques modernes où on peut stocker en hauteur, aller jusqu'à 100 mètres et plus en hauteur. C'est-à-dire qu'on arrive à monter, aller très, très haut en hauteur. Donc, on gagne en hauteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un entrepôt sur 2 hectares, c'est l'entrepôt où on peut stocker la production de, je ne sais pas, presque tous les usines qu'il y a à Douala au Cameroun. En tenant en compte la rotation. Parce qu'on ne stocke pas là comme ça pour longtemps. Donc, 2 hectares pour l'entreposage, c'est déjà beaucoup. C'est extrêmement beaucoup. Ajoutez-y maintenant l'usine à elle-même. Une usine, une très grande usine, la superficie d'une très grande usine, c'est 3 hectares. Je prends 3 hectares. Je mets très grande usine, c'est 3 hectares. Néo Industrie à quelqu'un, c'est 1 hectare. Il a conçu une très grande usine, c'est 1 hectare. Mais je prends 3. 3 plus le stockage, ça fait 2. Donc, je donne 2,5, 2,5. Ça fait 5. Je mets 1 hectare pour les bureaux, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. 1 hectare pour les bureaux, c'est trop. Je mets 1 hectare pour les bureaux, ça fait 6. Je mets 1 hectare pour les parkings, ça fait 7. Je mets 3 hectares pour les zones de dégagement. Une bonne usine, une très grande usine où vous faites travailler 1000 personnes. 1000 personnes. Une très grande usine où vous faites travailler plus de 1000 personnes, 2000 personnes, même ça tient sur 10 hectares. Mais je mets 1000 hectares, je mets 10 hectares pour 500 personnes. Donc, comme j'ai dit, on a besoin de 10 hectares pour 500 personnes. Ça veut dire que sur 1 kilomètre carré qui fait 100 hectares, si je divise là, j'ai toujours mes 100 hectares là, si je divise par 10,
Si je divise par 10, ça veut dire que j'ai besoin de, sur 1 km carré, sur 1 km carré, sur 1 hectare, sur 1 km carré, j'installe 10 usines. Sur 1 km carré, j'installe 10 usines. Sur 1 km carré, on installe 10 usines. Sur 1 km carré, on installe 10 usines qui peuvent donner du travail à 1000 personnes. Sur 1 km carré, on installe 10 usines. Ça veut dire que si on prend un terrain d'1 km carré, on construit une zone industrielle. Sur cette zone industrielle, on peut y construire ou installer 10 usines qui vont donner le travail à 10 000 personnes. Je réponds à José-Marie Elundu et J. Ngono, mon aîné. D'ailleurs, les deux sont mes grands frères. Sur 1 km carré, on installe 10 usines qui donnent du travail à 1000 personnes. Ça veut dire qu'on a besoin de 100 km carrés parce que pour avoir 1000 usines, si 1 km carré prend 10 usines, en multipliant par 100, j'ai 1000 usines. Ça veut dire 100 km carrés. 100 km carrés, comme eux-mêmes ils ont dit, la région de l'Ouest a 15 000 km carrés. 15 000 km carrés. Voilà ça. 15 000 km carrés divisé par, je mets ça là, 100. Chacun peut voir. La région de l'Ouest a 150 fois assez de terrain pour construire des usines. La région de l'Ouest a 150 fois assez de terrain pour construire des usines. Pour construire 1000 usines. Parce que 1000 usines de 1000 personnes, ça fait 1 million de travailleurs dans le secteur de l'industrie dans la région de l'Ouest. Donc, il y a assez d'espace à l'Ouest pour faire l'industrie. Vous avez besoin de 10 hectares dans une zone industrielle pour faire de l'industrie, pour construire une usine de 1000 employés. Et sur 1 km carré, vous installez 10 usines. Vous installez 1000 usines sur 100 km carrés. La région de l'Ouest a 15 000 km carrés. Ce qui dit que non, le côté des Bamileke là, c'est 8000 mètres carrés là. Dans les 8000 mètres carrés là, nous avons 80 fois assez d'espace pour pouvoir installer 1000 usines. Le Cameroun n'a pas 1000 usines. Hein. Le Cameroun a peut-être 200, mais les vraies usines là qui emploient 1000 personnes, le Cameroun a peut-être 50. Maximum 50. Ça veut dire que, et si la région de l'Ouest crée 1000 usines qui emploient 1000 personnes dans chaque usine, ça fait 1 million de travailleurs. Ça veut dire que ça 1 million de travailleurs à 300 000, ça veut dire qu'à 300 000 de revenus par mois en moyenne, c'est 300 milliards. C'est à peu près 4 000 milliards de salaires déversés dans la région de l'Ouest. Donc, la région de l'Ouest a le potentiel pour faire l'industrie comme à Taïwan, elle a le potentiel pour faire l'industrie comme à Hong Kong, elle a le potentiel pour faire l'industrie comme en Corée du Sud. Donc, le débat est clos. Le débat est clos. Comment ça, je raconte n'importe quoi? Jean Dada, pourquoi tu dis que je raconte n'importe quoi? Expose ces arguments-là. Je veux voir. Non, Anthony Ebois. Je vais même être. Ouais. Non, je vais mettre. Je vois ce que vous écrivez là. Mais ça défile tellement vite. Je dis que je vais mettre très. On dit 2 hectares pour construire une zone industrielle. 2 hectares pour construire une zone industrielle. Je vais me mettre, dit que je suis très gentil. C'est-à-dire que 10 hectares, je dis bien 10 hectares, sur 10 hectares, vous construisez une très grande, avec la technologie possible aujourd'hui, où on construit à la verticale, sur 10 hectares, vous construisez une très grande usine qui emploie au moins 1000 personnes.
avec le système de 3 chiffres ou même de 2 chiffres, de 12 fois 2, dont 24 heures, les gens travaillent 6 jours dans la semaine, vous construisez une très grande usine où vous employez minimum 1000 personnes. Minimum, pour que l'usine puisse respirer seulement, il faut 1000 personnes. Sur 10 hectares. 10 hectares, ça fait 1 km². Vous avez besoin de 100 km². Voilà. Hambourg, l'une des villes les plus industrialisées du monde, à 1000 m². Voilà. La région de l'Ouest a besoin seulement de 100 km². 100 sur les 15 000 km qu'il y a dans l'Ouest. La région de l'Ouest a besoin de 100 km² pour faire 1000 usines, donc devenir une zone industrialisée en Afrique. Devenir un grand bassin industriel dans le continent africain. Parce que si vous installez 1000 usines là qui vous sortent 50 milliards de chiffre d'affaires par an, ça fait 50 000 milliards, c'est 3 fois le PIB actuel du Cameroun. Le Cameroun triple son PIB. De quoi vous nous racontez là? Donc la région de l'Ouest peut devenir un grand bassin industriel, pas au Cameroun, hein, même pas en Afrique centrale, en Afrique. Elle a besoin de 100 km² sur les 15 000 qu'elle a. Donc le débat sur est-ce qu'on peut faire l'industrie à l'Ouest, oui, ça va très vite. Juvet Fonchom dit quoi? Voilà. Voilà. C'est que la région de l'Ouest on peut relocaliser des industries et faire de la région de l'Ouest un bassin industriel. On a besoin de 100 km². Et la région de l'Ouest en a 15 000. Le débat sur est-ce que les Bamouns sont de l'Ouest, si vous commencez à construire les... Moi, je ne vois pas, moi, si on m'envoie parler avec tout le respect que je peux avoir pour un patriarche, le sultan, les yeux dans les yeux, vous voyez-vous le sultan en train de dire que non, ici dans le Noun, je ne veux pas une zone industrielle. Sur 15 000 km², la région de 15 000 km², 100 km², la région de l'Ouest peut localiser 1000 usines. Sur 200 km², 200 km², la région de l'Ouest peut faire 2000 usines. Et sur 500 km², sur les 15 000 qu'elle a, ça veut dire 1/30 de son territoire, la région de l'Ouest peut mettre 5000 usines. 5000 usines, c'est déjà beaucoup, hein? 5000 usines, c'est que vous allez comme vous dépassez déjà l'Afrique du Sud. Même le Nigeria n'a pas 5000 usines. 5000 usines, vous devenez déjà une puissance industrielle comme l'Allemagne. Sur 500 km², sur les 15 000 que nous avons là, sur 500 km², vous mettez 5000 usines. Donc, le débat sur est-ce qu'on peut faire l'industrie à l'Ouest, il est clos. Il ne faut plus qu'on parle de ça. Je vous ai démontré, j'ai fait les calculs là. Voici une calculatrice. J'ai calculé ici, tout le monde a vu. Ceux qui ne veulent après peuvent regarder le live en replay. Il est là. Donc, le débat sur est-ce qu'on peut faire l'industrie à l'Ouest, il ne faut plus qu'on parle de ça. Il y a assez d'espace dans la région de l'Ouest pour faire l'industrie. Assez. Il y en a même trop. Il faut seulement construire des parcs. Il ne faut plus que ce soit l'industrie. Ça ne marchera jamais si chacun va acheter son terrain au quartier et puis construire sa part dans son village. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut construire des parcs industriels où on terrasse le terrain, on le nivelle, on le trace par 10 hectares, on le délimite, on amène l'électricité, on amène l'eau, on amène la fibre optique pour le branchement des télécoms, on amène la fibre pour le gaz, etc., les hydrocarbures, et on vend les titres de propriété en leasing. Et les gens achètent et dessus peuvent élever les bâtiments pour faire l'industrie. Il y a assez d'espace à l'Ouest. Je dis bien, sur 500 km², nous pouvons construire 5000 usines. Mais déjà, 1000 usines, c'est sur 100 hectares, sur 100 km². 100 usines, c'est sur 10 km². Il y a assez d'espace à l'Ouest pour faire l'industrie. Et comme a dit quelqu'un, Hambourg, qui est la ville la plus industrialisée d'Allemagne, est 1000 km². Donc, il faut clore ce débat-là. Il faut clore ce débat. Taïwan est plus petit que le Cameroun et est 100 000 fois plus industrialisé que le Cameroun. Idem pour Hong Kong. Il faut clore ce débat. Les industries de textile, les industries de recyclage, les industries de sidérurgie, les industries agroalimentaires, toutes ces industries-là ont leur place et peuvent être à l'ouest du Cameroun.
vous avez besoin de 1/40e de notre territoire pour construire 5000 usines. Vous avez besoin de 1/150e de notre territoire pour construire 1000 usines. De quoi on parle? Le débat est clos, moi je ne débat plus dessus. Il y a déjà assez d'espace à l'ouest pour faire l'industrie. Donc, le débat est clos. Nous avons assez d'espace dans la région de l'ouest pour faire l'industrie. L'industrie, la manufacture. Ce qui développe un pays, c'est la manufacture. Fabriquer des biscuits, fabriquer des bonbons, fabriquer la farine pour faire le pain, la farine pour faire les beignets, fabriquer les chaussures, fabriquer les vêtements, fabriquer les téléviseurs, fabriquer les ordinateurs, fabriquer les matériels électriques, fabriquer les matériaux de construction, fabriquer les produits en plastique, etc. Transformer le cacao, le café, faire des usines de torréfaction, fabriquer les papiers, les cahiers, les livres, etc. Faire tourner les imprimeries industrielles. On a assez d'espace dans la région de l'Ouest pour localiser ça. Donc, ce débat-là, on le met désormais à côté. Deuxième chose, la région de l'Ouest n'a pas d'espace pour l'agro-industrie. Je rappelle ce que c'est que l'agro-industrie. L'agro-industrie, pardonnez-moi, je suis un peu enrhumé ce matin. L'agro-industrie, c'est la combinaison entre l'agriculture et l'industrie. Ça veut dire que vous faites l'agriculture et après l'agriculture, vous faites maintenant l'industrie. Ça s'appelle l'agro-industrie. On nous dit que la région de l'Ouest n'a pas assez d'espace pour accueillir les unités d'agro-industrie. Là encore, je m'inscris en faux. La région de l'Ouest a assez d'espace pour faire l'agro-industrie. Je vous explique. Les partisans de cette thèse disent, bon voilà, quand on dit l'agro-industrie, par exemple, je prends un exemple, le sucre. Le sucre, vous avez besoin, par exemple, la Sosucam, c'est 25 000 hectares de terre pour cultiver le sucre. Et maintenant, elle transforme le sucre localement, la canne à sucre, et elle transforme la canne à sucre pour faire du sucre. L'agro-industrie, c'est par exemple la Sodecoton. Elle cultive le coton et elle transforme le coton pour faire voilà, le coton. Or, quand on dit qu'on ne peut pas développer l'agro-industrie à l'Ouest, on oublie d'abord que l'Ouest produit déjà des matières premières agricoles. La tomate dans le Noun, les haricots verts dans le Noun, dans le Nkunki, le café dans le Noun, Bamboutos, Ménois, etc. Le cacao dans le Nkam. Donc, il y a déjà des produits agricoles qui sont sortis de l'Ouest qu'on peut transformer et mettre, emballer et mettre à l'Ouest. Les ananas, la possibilité de faire des jus de fruits pasteurisés, etc., etc., etc. Donc, on a déjà cette possibilité-là à l'Ouest de faire cela. La possibilité de cultiver les raisins sur les chaînes montagneuses, comme ça se fait au Chili et en Argentine. La possibilité de faire des conserves de viande, comme les corned beef, parce que nous produisons le porc, les bœufs, etc., etc., etc. Donc, on a la possibilité de faire l'agro-industrie à l'Ouest. Maintenant, certaines personnes nous disent, oui, mais où est-ce que vous allez cultiver le maïs, où est-ce que vous allez cultiver le riz, où est-ce que vous allez cultiver le sucre, etc., etc. Deux choses. Je rappelle à tous ceux qui connaissent que le champion de l'alimentation du bétail en Afrique, ce sont les Singapouriens. Vous les connaissez, non? Olam n'est pas une entreprise camerounaise. C'est une entreprise singapourienne. La superficie de Singapour est plus petite que la superficie de la région de l'Ouest. La superficie de Singapour est plus petite que la superficie de la région de l'Ouest. Et comment ça se fait qu'Olam est le champion de l'agroalimentaire en Afrique, de l'agro-industrie en Afrique? Simplement parce qu'il fait des deals. Les hommes d'affaires ressortissants de la région de l'Ouest, s'il n'y a pas de terre dans la région de l'Ouest et s'il n'y a pas la possibilité d'obtenir des terres pour cultiver, ils doivent pouvoir se retourner vers des pays comme la Centrafrique. La République centrafricaine, c'est 700 000 km² de terre. Dans les 700 000 km², il y a 80 millions de terres fertiles arables. On n'a pas besoin d'irrigation pour cultiver. C'est fertile 12 mois sur 12. La RDC, c'est 150 millions de terres arabes. L'Angola, c'est 80 millions de terres arabes. Le Congo-Brazzaville, c'est 58 millions de terres arabes. On n'a pas besoin d'irrigation pour cultiver. Donc, il y a assez d'espace pour que les entrepreneurs de la région de l'Ouest disent, bon, ok, je ne peux pas produire du sucre au Cameroun. Je vais aller passer un accord pour obtenir, je ne sais pas moi, 50 000 hectares de terre en RDC. Je vais produire la canne à sucre, je vais broyer, je vais faire du sucre roux et je vais créer une filiale industrielle dans la région de l'Ouest pour un sucre roux et faire du sucre cristallisé, blanchi et distribué.
Tu contrôles la chaîne de valeur, puisque tu contrôles la culture, tu contrôles la semi-transformation et tu contrôles la transformation, la distribution dans tes usines au Cameroun. Comment font les Singapouriens? Comment font les Chinois? Comment font les Taïwanais? Comment font les Hongkongais? Comment font les Coréens qui n'ont pas assez d'espace chez eux? Comment font les Japonais qui sont un archipel, ils n'ont pas de matière première? Ils créent des sogo-so-chas. Je pense que moi, je vais répondre à ces questions-là et je vais vous expliquer le modèle économique du Japon avec les sogo-so-chas, la planification du MITI, le MIT, le MITI, le MITI japonais. J'ai tout un livre là devant. Je vous montrerai le livre là et ceux qui peuvent acheter le livre pour voir comment le MITI japonais, le MITI japonais fait la planification pour pouvoir résoudre les questions agricoles, les questions d'espace au Japon parce que le Japon est un archipel. Donc la question de quand on ne peut pas faire l'agro-industrie, on peut faire l'agro-industrie. Vous pouvez aller négocier, il y a assez d'espace ailleurs qu'au Cameroun pour faire le palmier à huile, récolter de l'huile de palme, transférer l'huile de palme au Cameroun et faire la transformation pour faire du savon, de l'huile de table raffinée. Donc les plantations industrielles là, d'ailleurs, je rappelle que le premier planteur industriel du Cameroun, c'est Vincent Bolloré qui est français, qui cultive de l'huile de palme au Cameroun, qui vend des multinationales comme Danone. Alors, est-ce qu'il cultive ça chez lui en Bretagne? Non. Donc, c'est un faux débat. Là aussi, c'est un faux débat. Donc, c'est un débat qui est clos. Je réponds à J. Rémy Ngono et à Robert-Marie Elundu. Maintenant, on dit, les gens de l'Ouest sont bons uniquement dans le commerce. Là encore, c'est faux. Je pense qu'il faut faire tomber ces idées-là. Autant le Cameroun était un pays qui venait d'accéder à l'indépendance, avait un commerce qui était tenu extrêmement par les Libanais, par les Grecs et par les Français. Donc voilà, il y avait les Grecs, les Français, voilà. C'était les étrangers blancs, comme on dit. Donc, il y avait la volonté pour Aïdjo à l'époque de remettre cette activité de commerce dans les mains des nationaux, l'import-export, d'abord pour des raisons de sécurité nationale et pour des raisons de contrôle des devises par les opérateurs économiques nationaux et aussi pour des raisons de fierté et de souveraineté nationale. Bon, ce commerce aujourd'hui, le commerce de l'époque d'Aïdjo et d'aujourd'hui a beaucoup changé. Il a beaucoup changé. Et je voudrais dire que quelles que soient les mutations qu'ont connues le commerce, avec l'avènement du commerce électronique, avec l'avènement du commerce équitable, etc., la région de l'Ouest a assez, parce qu'à ce moment-là, il faut des hommes, il faut l'expertise pour penser, concevoir, analyser, mettre en place un programme de fonctionnement du commerce qui soit adapté au commerce qui se fait aujourd'hui. La région de l'Ouest a assez de personnes pour faire tourner le commerce de manière profitable. Des gens qui maîtrisent le métier de transport maritime, transport terrestre, entreposage, transit, consignation, etc., etc. Accounage. Nous avons des enfants qui maîtrisent ça. Voilà. On a des enfants qui maîtrisent ça. On a des enfants qui maîtrisent ça, mais également les opérations de transactions bancaires, financières dans le commerce international. On a des enfants qui maîtrisent ça. Et enfin, des opérations de commerce à un niveau, des opérations de sécurisation, voilà, à un niveau d'économie d'échelle pour récupérer la valeur, la chaîne, une part importante dans la chaîne de valeur. Donc, le commerce, que ce soit dans sa phase moderne, supermarché, commerce en ligne, etc., 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 équitable, etc., la région de l'Ouest a assez de compétences au niveau de ses fils pour pouvoir faire face aux défis que va lui imposer la concurrence internationale. Même en économie d'échelle. Elle en a les moyens. Elle en a les moyens. Ensuite, l'argument consiste à dire non, ils sont seulement faits pour le commerce. Et d'ailleurs, c'est ce que J. Rémy Ngono a dit en disant oui, bon, si vous parlez trop, le commerce ne crée pas de valeur. Mes chers aînés, J. et Robert-Marie Elundu, le commerce ne crée pas de valeur. La valeur est créée par l'industrie. La valeur créée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La valeur créée par un ensemble d'activités de transformation. Même le tourisme crée plus de valeur que le commerce. Or, quand on regarde aujourd'hui, je l'ai dit l'autre jour, il y aura de moins en moins de Bamileke pour faire du commerce. Je ne sais pas, moi, nos parents ont vécu du commerce, mais je ne connais pas nos grands-parents ont vécu du commerce. Je ne connais pas d'enfants ou de petits-enfants de nos parents qui vivent encore du commerce. Et ça va continuer comme ça.
il y aura de moins en moins de Bamileke pour faire du commerce, enfin, dans le sens où on connaît commerce traditionnel, classique, là, dans les, quand vous allez d'ailleurs au marché Mbopi, c'est les Biafrins qui viennent remplacer désormais les Bamileke parce que leurs enfants ne reprennent pas ces activités-là. Ils passent à autre chose. Et ils créent des activités à plus grande valeur ajoutée. Ils vont plus souffrir dans la chaleur, le soleil, la pluie, à Mbopi. C'est fini ça. C'est fini ça. Donc, il va falloir repenser que ne sont bons que pour le commerce moderne. Oui, ils ont des gens pour faire face au commerce moderne. Et en plus, il faut le dire, que les populations de la région de l'Ouest, les grands-parents, les parents ont investi beaucoup dans l'éducation des enfants. Je dis toujours qu'il n'y aura pas, avant 100 ans dans notre pays, un capitaine d'industrie qui aura investi autant dans l'éducation que Fosso Victor. Il n'y aura pas dans notre pays un capitaine d'industrie avant 100 ans qui aura investi autant dans l'éducation que Fosso Victor. Il a conçu de multiples salles de classe dans l'éducation primaire. Il a conçu de multiples salles de classe dans l'éducation secondaire. Il a conçu un IUT. Il a participé à la construction, etc. Quand vous regardez l'université de Tchang a une fondation dirigée par M. Sinze, où les élites Bamileke, les Gans Pressing, les Jimeli, les Nana Francis, les Pegia, les Ndiomo Lucas, tous ces gens-là font de grosses donations pour pouvoir moderniser le bâtiment, le cadre de travail de l'université de Tchang. Tout ça a un impact. La construction de l'université des montagnes par les élites de la région de l'Ouest. On a bien vu que l'initiative a été au démarrage, a été soutenue massivement par les élites de la diaspora de la région de l'Ouest, qui a fait que sur le territoire de la région de l'Ouest, on peut former des médecins, des pharmaciens, des ingénieurs, etc. Ça veut dire que ça ouvre de nouvelles perspectives dans l'activité économique, parce que les gens qui sont très bien formés vont devoir développer des activités autres que les activités de commerce qui ne génèrent pas la valeur ajoutée. Donc, j'ai répondu en deux phases. La région de l'Ouest a les talents, les hommes compétents pour faire face aux mutations du commerce, pour récupérer assez dans la chaîne de valeur du commerce. Et deuxièmement, elle a beaucoup investi dans l'éducation des enfants et des petits-enfants, qui fait que ces enfants et des petits-enfants vont faire basculer l'économie vers d'autres horizons. Ils vont plus seulement être là pour faire de la vente au marché Mbopi, de friperie, de déballer. Non. On va aller voir arriver dans d'autres pans de l'économie. Ce qui fait que ça traîne encore, c'est parce que les décisions politiques qui devraient être prises par les décisions politiques ne sont pas prises. Et donc, on n'a pas ce qu'on a. Voilà. Enfin, on dit que la région de l'Ouest n'a pas assez d'énergie pour soutenir l'industrie car il n'y a pas de barrage. Là encore, Joseph-Marie Elundu et J. Remy-Gonon se sont trompés parce qu'aujourd'hui, on arrive à construire des barrages artificiels sur un cours d'eau. On arrive à construire des barrages artificiels. On arrive même à mettre ensemble des chaînes de cours d'eau. Voilà. Donc, qu'ils aillent sur Google, ils tapent hydrographie dans la région de l'Ouest. Ils vont voir ce que la région de l'Ouest a comme disponibilité, comme disponibilité de ressources en eau. Donc, il y a assez d'espace pour faire le barrage artificiel. Je prends un exemple. Le premier projet de barrage artificiel qui est disponible, qui est dans les tiroirs de la Banque mondiale, c'est le barrage artificiel, oui. C'est 2500 MW. 2000 à 2500 MW. Ça veut dire que c'est plus que tout ce qu'on a fait dans le Menvele, Mekeng, machin, cette histoire-là. Quand on additionne tout ça là, ça fait 400 MW. Ici, on parle de 2500 MW. Ça veut dire 6 fois un barrage artificiel, c'est 6 fois tout ce qu'on a fait dans Menvele, machin. Deuxièmement, la construction d'un barrage dépend de la technologie et plus forcément du débit du cours d'eau. Ça veut dire que les ingénieurs ont tout fait pour que ce soit eux qui décident. La technologie, le mode de fonctionnement des nouvelles turbines, les usines de pieds, le transport sans perte d'énergie, etc., etc. C'est ça qui garantit la fiabilité d'un barrage aujourd'hui. Et ce n'est plus forcément le débit du cours d'eau. Ensuite, Joseph-Marie Elundu et l'autre grand frère J. ont oublié que dans la région de l'Ouest, vous avez énormément de lacs. Le lac Mbakao, le lac Mbamindjin, le lac Mbapnoun, je crois, etc., etc. Il y a énormément de lacs. Et qu'aujourd'hui, avec les gaz qui sont dégagés des bas-fonds des lacs, on arrive à capter ces gaz-là et à produire énormément d'énergie électrique.
la technologie est plus sophistiquée que les barrages hydroélectriques. Ensuite, ils ont oublié les éoliennes, ils ont oublié le solaire, ils ont oublié d'autres types que je ne veux pas dire ici parce que je vous dis, il y a presque 1000 manières aujourd'hui de faire de l'énergie électrique. La méthanisation, ça veut dire que les ordures ménagers, la région de l'Ouest peut décider d'acheter les ordures ménagers de Douala et Yaoundé et utiliser ça pour faire pour produire l'énergie électrique qui dépasse, c'est-à-dire que pour produire 1000 mégawatts d'énergie électrique à partir des ordures qu'on ramasse à Douala et Yaoundé. Donc, produire 3 fois ce qu'on a fait à Mevele-Meken, machin, tout ça. Produire 10 fois ce que la SANAG a produit. Donc, c'est un faux débat. La technologie aujourd'hui a dépassé la nature en matière de production d'énergie électrique. Les ingénieurs ont voulu récupérer la main. C'est-à-dire que ce n'est plus la nature qui impose la cadence de la production d'énergie, mais c'est l'expertise technologique qui détermine la quantité, la cadence de la production d'énergie électrique. Donc, il y a assez de place à l'Ouest pour produire de l'énergie, donc de faire tourner les industries. J'aimerais qu'un jour, quand J.Rémy Ngonon vient aux États-Unis et nous, on l'invitera, qu'il vienne, je vais parcourir le Midwest avec lui, il va voir lui-même les usines. On ne voit plus les câbles qui traînent. Là. Vous voyez une très grande usine et vous voyez 4 éoliennes qui tournent et on vous dit que les 4 éoliennes arrivent à alimenter les 4 usines. Vous voyez les panneaux solaires, l'usine arrive à produire, etc., 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 etc. Avec les énergies renouvelables, ils arrivent à tout faire. Il n'y a plus de courant qu'on tire, on achète l'énergie chez Pierre, Paul, Jacques. L'énergie aujourd'hui, c'est pour alimenter les ménages. Donc ça, il faut qu'ils comprennent ça. Maintenant, la question de la plaine du Mbam. Oui, la question de la plaine du Mbam et du Nkam. Comme je l'ai dit, le Nkam était dans le Grassfield. On a découpé, on a dit le haut et le bas Nkam. Ça, c'est un travail désagréable qui a été fait au temps d'Aïdjo. Ça a privé la région de l'Ouest du port fluvial. Et c'est même ça qui a tué le port fluvial de Yabassi. Parce que du coup, le Nkam étant rattaché dans la région du littoral, les autorités de la région du littoral n'avaient aucun plan pour développer les activités portuaires sur le port fluvial de Yabassi, qui du coup est mort de sa propre mort. Deuxièmement, quand vous regardez les cartes des grands comptoirs commerciaux allemands, les grands comptoirs commerciaux allemands montrent qu'il y avait une grosse activité de navigation fluviale sur la Sanaga, sur le Mbam et sur le Kim, dans le Nkam, dans la plaine du Mbam. Et que cette activité a généré une intensité du commerce. Malheureusement, le découpage encore là administratif a permis d'abandonner ça. Donc, ce qui veut dire que pour ceux qui connaissent bien l'Europe, l'une des raisons pour lesquelles la France et l'Allemagne se mettent ensemble pour signer le traité CECA, Communauté du charbon et l'acier. Vous avez la France, l'Allemagne, la Belgique, je crois, j'ai oublié, mais bref, les 3 pays qui étaient importants là-dedans, c'est la France, l'Allemagne et la Belgique. La raison pour laquelle ces pays se mettent ensemble, c'est parce que le port d'Anvers est un port à l'intérieur, donc qui est un port semi-fluvial, ce n'est pas un port vraiment sur l'océan. Donc, les produits, dont le charbon, parce que la première source d'énergie à l'époque à l'Europe, c'était le charbon, hein, le charbon, et aussi l'acier, etc., parce qu'ils transformaient beaucoup d'acier pour faire l'industrie, la construction, les matériaux de construction, les barres pour faire les chemins, pour construire les routes, on a besoin du fer, à béton, etc., pour soutenir l'industrie automobile, etc. La raison pour laquelle l'Allemagne, la France, la Belgique surtout, font le traité CECA, qui est la base sur laquelle va être construite l'Union économique européenne. Le traité CECA, c'est parce que en Belgique, quand on amenait le charbon en provenance du monde entier, quand on apportait le charbon, quand on apportait le fer en sable là, on le transportait maintenant vers l'Allemagne et vers la France par la navigation fluviale. La navigation sur le fleuve. Mon professeur de droit européen, M. Tsiklitiras Stravos, un grec, je pense que nous avait très bien expliqué ça. Parce qu'à l'époque, il a travaillé à l'Union européenne comme diplomate. C'est la navigation fluviale qui donne naissance à l'Europe. Et je vais partager aussi un ensemble de vidéos pour que vous voyez vous-même comment la navigation fluviale a permis de créer l'Union européenne. La navigation fluviale a accéléré l'intégration des économies européennes plus vite parce qu'elle a permis de régler la question de l'énergie, dont le transport du charbon,
qui se faisait essentiellement par la navigation fluviale, le transport de l'acier qui se fait du fer qui se fait exclusivement par la navigation fluviale. Donc, on ne peut pas avoir aux portes de la région de l'Ouest la plaine du Mbam qui est connectée à 3 fleuves, le Mbam, le Kim, la Sanaga, qui eux-mêmes sont connectés au fleuve Logone et Chari, qui lui-même est connecté, etc., 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 etc. Donc, il y aura à terme la nécessité de mettre en route la navigation fluviale à partir de la plaine du Mbam. Ce qui va permettre de développer certainement un avantage compétitif pour la région de l'Ouest. Donc, je dis ça également pour répondre à Joseph-Marie Elundu, qui lui pense que quand on dit accès à la mer, je dis que si on mettait en place la navigation fluviale, ça créerait plus d'emplois dans la plaine du Mbam, adossée à la région de l'Ouest, que ne crée le port de Douala, de Kribi et même de l'Imbérénie. Parce que ça permettait de transporter, comme on dit aux États-Unis, farmer to consumer, farmer to trader, farmer to consumer, farmer to trader. Ce qu'on appelle le business de farmer to consumer, farmer to trader. Ça veut dire que dans la plaine du Mbam, qui est adossée à la région de l'Ouest, Makenene, Dikinimeki, Bafia, le Mbam et tout le Mbam là, on commencera à produire la nourriture et même à l'Ouest aussi, et transporter cette nourriture-là par la navigation fluviale pour déboucher sur le littoral, Douala, Edea, etc., etc., pour déboucher sur la zone sahélo-sahélienne, pour déboucher sur la zone anglophone, etc., etc. Il suffit de prendre une carte du Cameroun et vous allez voir tout cela là-dessus. Donc, je pense que j'ai planté le décor. Ma présentation est finie là. J'ai planté le décor. Je vous invite à rester attentifs parce que nous allons démarrer les lives prochainement. Nous allons parler comme j'ai dit, nous allons parler du modèle économique. Après le live sur le modèle économique, nous allons commencer à faire des lives sur les infrastructures. Et comme je vous ai dit, on va revenir entièrement sur le port sec de Sanchou. On va revenir sur l'aéroport de Bafoussam. On va revenir sur le port de Yabassi. On va revenir sur le port fluvial de Yabassi, sur le port fluvial qui doit être conçu dans le Mbam. On va revenir donc pour pouvoir bénéficier de ces avantages compétitifs. On va revenir sur l'industrialisation, la manufacture. On va revenir sur l'industrie et le parc technologique. On va revenir sur l'économie du savoir. On va revenir sur le tourisme. On va revenir sur l'agriculture. On va revenir sur... bref, on va parler de beaucoup de choses. Et vous allez voir que ça va faire tomber... Voilà. Ça va faire tomber les idées reçues, le lavage, le brainwash. C'est-à-dire que l'objectif de ce live, c'est de nettoyer le brainwash qu'on a fait aux gens là. C'est d'enlever la crasse là et puis mettre autre chose. C'est-à-dire on nettoie comme le moteur en vidange là. On enlève la vieille huile, on lave un peu là et puis on met maintenant une huile fraîche. Ça fait que le moteur glisse très bien, ça glisse. Hein? Comme quelqu'un avait dit, il y a un glissement, ça va glisser. Bon, voilà. Donc, mon live est terminé là et je souhaite à tous et à toutes une bonne journée. S'il y a des gens qui ont des questions ou des préoccupations, ils les écrivent là. Vous savez très bien qu'après le live, parce que là, on est à 700 commentaires. À 700 commentaires, je ne peux pas les lire. Ça va très vite. Mais en revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'après le live, je vais répondre à chacun individuellement. Voilà. Je vais répondre à chacun individuellement. Voilà. Et ceux qui ont mis des insultes, il ferait mieux de partir eux-mêmes avant que je les bloque. Voilà. Voilà. Je vous remercie aux uns et aux autres. Le live sera en replay sur JMTV+, Jackie Moifo Plus sur YouTube et sera en replay sur le site web de JMTV+. Voilà. Et vous pourrez le consulter sur ma page Élisée Yonta. Il est en permanence, donc vous pouvez le revoir là. Et je le mets souvent sur la page Dément en vidéo, en séance vidéo régulièrement pour que les gens puissent le regarder. Voilà. Je vous remercie aux uns et aux autres. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et on se revoit prochainement. Voilà. Peut-être demain, peut-être après-demain. Qui sait? Surtout, restez confinés. Évitez de vous faire contaminer au virus du Covid-19. Parce que nous avons besoin de vous en vie. Voilà.